Écoutez, je suis ravie, j'ai l'honneur d'avoir été invitée pour animer cette rencontre qui, pour ma part, en fait, a un petit goût de Madeleine de Proust, puisque j'ai rencontré Awais l'année dernière dans le cadre d'un reportage que je faisais sur l'islam de France et notamment les mosquées. Et ce cher ami Awais, en fait, était en train de soutenir sa thèse brillamment. Donc j'ai eu la chance d'assister à sa soutenance et de le voir aujourd'hui en fait produire ce type d'ouvrage. C'est un peu une fierté que de me retrouver à côté de lui. Donc on va pouvoir décortiquer un petit peu ce petit précis d'islamisme. Donc comme c'est une rencontre plutôt intimiste effectivement, je vous invite à ce qu'on soit dans un dialogue. N'hésitez pas à nous couper, l'idée étant de pouvoir s'enrichir de ce que vous avez à apporter sur ces discussions, autant que je vais jouer ici la grande naïve et l'enfant à qui il faudra tout expliquer. Donc s'il te plaît, Awais, fais l'effort d'être, comment dire, pédagogue et surtout, ouais, je dirais, essayer de nous rendre cette matière qui est franchement parfois pas simple, la plus claire possible. Donc tu as écrit le titre « Petit précis d'islamisme, des hommes, des textes et des idées ». La première partie de ton livre revient sur la définition en fait, d'islam et d'islamisme. Pourquoi avoir voulu mettre en corrélation ces deux termes qui finalement, dans l'acception collective, on pourrait très bien se dire, moi j'ai été très étonnée en lisant ça, tiens, mais pour moi islamisme c'était plutôt une forme dévoyée un petit peu. Parler d'islamisme, ça renvoyait tout de suite à terroriste. Alors pourquoi ce choix? En fait, c'est une excellente question. En fait, il se trouve qu'au XIXe siècle, ça, beaucoup le savent, au XIXe siècle, islamisme était l'équivalent d'islam, tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire la pratique spirituelle ou spiritualiste des rites de l'islam. Et c'était l'équivalent de christianisme et judaïsme. Cela au XIXe siècle. Et l'une des conférences dont je parle dans l'ouvrage en question, c'est la conférence de Ernest Renan à la Sorbonne en 1883, où très clairement l'islamisme tel qu'il l'entend, c'est l'équivalent de ce qu'on entend aujourd'hui par islam. Et l'idée c'était de montrer comment on était passé, disons, quel avait été le moment de rupture dans la compréhension de l'islam. Et on se rend compte que le terme islamisme a eu un avenir, un destin particulier, puisqu'il est revenu sous les feux des projecteurs à l'occasion de la fondation de la confrérie des frères musulmans en 1928 par Hassan Banna en Égypte. Et j'ai essayé c'est vrai que c'est très compliqué, parce que la question qu'on ne se pose jamais, c'est pourquoi dit-on islamisme et pas islamiste, et pas christianiste ou judaïste, pour mettre en perspective ou mettre en exergue le fait que certains individus, certains acteurs sociaux, au nom de la religion de laquelle ils se revendiquent, entrent dans le champ politique ou dans l'arène politique pour des fins, pour des projets de société précis, etc. Et j'ai essayé vraiment d'analyser l'archéologie du terme, voir comment est-ce quelles ont été ces évolutions, et surtout une chose qu'on ne fait jamais, comment est-ce que les islamistes arabophones désignent leur propre action. Est-ce qu'eux-mêmes font une distinction entre l'islam ou les musulmans ordinaires, ou les musulmans du quotidien, et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils apportent de plus par rapport aux musulmans ordinaires, les islamistes, etc. Et c'est de là qu'est venue pour moi l'importance de distinguer les deux. Alors je résume, au XIXe siècle, islamisme est l'équivalent d'islam en tant que religion monothéiste, et à partir du XXe siècle, notamment à la faveur de la création des frères musulmans en 1928, le terme prendra une saveur, une connotation différente. Et alors justement, comment tu le définirais? Alors l'islamisme, je dirais, à partir des textes que j'ai pu parcourir, le corpus de textes de certains idéologues de l'islam politique, alors là aussi c'est évidemment, c'est un choix de ma part. On pourrait très bien m'objecter en me disant oui, mais vous vous êtes appuyé que sur certains idéologues. Alors je suis parti des textes de Hassan Banna parce que c'est le patriarche, qui est considéré comme le modèle par les mouvements de l'islam politique arabe sunnite.
J'ai parlé un petit peu de Saïd Qutb, qui est également dans la mouvance de Hassan Banna, dont on dit qu'il a radicalisé les idées de Hassan Banna, mais en réalité... Alors, replace-nous. Hassan Banna, c'est le père des frères musulmans, le père fondateur, exactement, ce qu'on pourrait appeler le patriarche de l'islamisme. Saïd Qutb est un frère musulman également, mais certains auteurs, certains chercheurs estiment qu'il a radicalisé la pensée de Hassan Banna en allant beaucoup plus loin dans l'excommunication de ceux qui ne se reconnaissaient pas dans son projet de société. Un islam normatif destiné à... En gros, hors frères musulmans, tous des mécréants, c'est ça que tu voudrais dire? Presque, ils ne le disent pas comme cela, mais ils laissent entendre qu'effectivement ceux qui ne se reconnaissent pas dans la façon dont ils se représentent l'islam ne sont pas des musulmans accomplis. Donc si on veut résumer à partir du texte des idéologues de l'islam politique, un islamiste, c'est quelqu'un qui est le sujet actif de son islam, quelqu'un qui a compris que l'islam est une affaire non seulement privée, mais aussi une affaire publique. Et qu'à partir de l'islam, à partir d'une lecture totaliste, globalisante de l'islam, on est capable de proposer un modèle alternatif aux sociétés occidentales, dont on reproche la mécréance. C'est comme cela que conçoivent l'islam la plupart des idéologues de l'islam politique. Hassan Banna, Saïd Qutb, j'ai parlé aussi de Youssef al-Qaradawi, qui est quand même... qui est très connu. Donc, il est qatari, c'est ça? Alors, il est qatari d'adoption, mais il est égyptien d'origine. Il a appartenu aux frères musulmans, et d'ailleurs, il avait été expulsé par Nasser à la fin des années 50, justement pour appartenance aux frères musulmans. Et le Qatar l'a coopté au début des années 60, en 61, où depuis les Qataris de nationalité, il avait été déchu sa nationalité égyptienne. Et le fait de s'intéresser à Qaradawi, c'est quelque chose qui m'a paru fondamental, parce qu'il occupe plusieurs fonctions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une figure tutélaire de l'islam politique, non seulement de la mouvance islamiste arabe, sunnite, mais aussi de certains musulmans en France, qui estiment que Qaradawi est un véritable modèle. Alors, je précise que les musulmans de France, parfois, ignore les aspects, je dirais, hyper-normatifs ou violents de Youssef al-Qaradawi, parce qu'il y a cette réalité aussi dans sa doctrine. Mais les arabophones savent très bien ce que dit Qaradawi en arabe. Et là, la question, en l'occurrence, peut se poser. Alors, je voulais revenir sur... Est-ce que l'islamisme a un sens en dehors du sunnisme? C'est uniquement l'islamisme sunniste pour les autres ça... Non, parce qu'il y a un islamisme chiite. Il y a un islamisme. Bien sûr, le Hezbollah, par exemple. On peut dire que ce sont des islamistes, les Hezbollah. Bien sûr, puisqu'ils estiment que l'islam est l'alpha et l'oméga de l'action sociale et politique. Alors, où est-ce que vous mettez la frontière entre l'islamisme et le djihadisme? Le djihadisme, c'est l'usage et le recours aux armes à des fins politiques. Mais là aussi, c'est un terme on aura l'occasion d'en parler sans doute, à déconstruire. Oui, parce que la frontière finalement semble assez ténue entre, et pourquoi pas aussi reprendre le terme islamique, qui a été introduit, alors je ne suis pas sûre que ce soit que lui, mais Tariq Ramadan le reprend justement. On a islam, on a islamisme, on a islamique, on a djihadiste, on a derrière terroriste. Enfin, là, je vais me faire, mais bon, comme dirait Jean-François Copé, là-dedans, où se situe le pain au chocolat, hein, mais on ne s'y retrouve pas très bien. Donc finalement, le musulman là-dedans, où est-ce qu'il se situe? En fait, c'est une question fondamentale qui montre une chose, c'est qu'il y a une véritable interpénétration des représentations sociales entre la rive nord de la Méditerranée et la rive sud. Et ce que je peux dire, c'est que les islamistes arabophones eux-mêmes ont compris qu'il y avait un caractère, il y avait un réflexe pavlovien. Quand on entend des islamistes, en France notamment, et sur la rive nord, immédiatement il y a une assimilation qui se crée, ou un passage, ou un lien mécanique entre islamisme et terrorisme. De telle sorte qu'aujourd'hui, les islamistes de la rive sud, j'ai interrogé des acteurs de l'islam politique marocain, évitent en langue française d'utiliser le terme islamiste. Donc, en l'occurrence, ils préfèrent le terme islamique, qui est moins connoté. En revanche, quand on s'exprime en langue arabe, on parle de islamiyoun ou islamiyin. Alors qu'on a un autre terme pour désigner les musulmans ordinaires, c'est muslimoun ou muslimin. Si on estime qu'on est autre chose que de simples musulmans, ça peut expliquer le fait qu'on ait recours à islamiyin ou islamiyoun. Donc les islamistes, eux, marquent une distance avec le musulman ordinaire, qui n'est pas passé au stade de l'activisme, et le musulman plus engagé, qui est là, un islami.
et par conséquent un islamiste. Donc en fait, le musulman pratiquant classique reste un musulman, le musulman politique devient islamiste. Exactement. Dans le sens arabe, oui, c'est très clair. Je dirais par un raisonnement purement empirique. On prend les termes. C'est pour ça que les mots sont importants. Les mots, c'est une Weltanschauung, une représentation du monde. Si, dans le monde arabe, s'il y a une distinction qui est faite entre islami, donc en arabe islami, islamiste, et muslim, musulman, c'est bien que dans l'esprit de ceux qui, les concepteurs du terme, principalement les islamistes, estiment qu'ils font plus qu'un simple musulman. Par conséquent, ils établissent une ligne de partage entre leur propre représentation de l'islam et leur représentation de l'islam du musulman ordinaire. Et le terme là est une preuve empirique de la distinction qu'ils établissent eux-mêmes. Sur ces notions, est-ce que vous avez des questions, des précisions? Est-ce que je comprends bien que si le terme islamiste a été utilisé en arabe, je suppose, à propos d'abord de Hassan al-Banna, est-ce que c'est pour toi un équivalent de islam politique? Est-ce que Hassan al-Banna avait un objectif politique, c'est-à-dire pas seulement, on va dire, convertir toute la société égyptienne ou les sociétés arabes, mais aussi prendre le pouvoir politique, occuper le pouvoir politique aussi, et installer une règle musulmane, enfin un code civil musulman, si je peux dire. C'est un peu contradictoire. Donc, est-ce que l'islamisme est toujours politique, ou est-ce que l'islamisme peut être, si on peut dire, que social? Voilà. Première question. Pour compléter ou répondre globalement, est-ce que les islamistes sont nécessairement partisans de la charia? Oui, d'une charia qui s'impose à la société, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Bonne question. Oui, Hassan al-Banna, il a appelé son organisation, il n'a pas appelé frères islamistes, il les a appelés frères musulmans. Musulmans, oui. Exactement. Alors, il y a beaucoup de questions. Qui c'est qui a employé le terme islamiste à propos de Hassan al-Banna d'ailleurs? Empiriquement, on revient. Oui, c'est vrai. Qui a employé cette En fait, c'est ça qui est passionnant. Alors, pour le terme islam politique, j'en ai pas parlé, mais les islamistes évitent d'utiliser en arabe le terme islam politique. Je vais expliquer pourquoi. Ouais. Islam siyasi en arabe. Oui. Al-Athmani, c'est Adil al-Athmani dont je parle, qui est un idéologue important du Parti de la justice et du développement au Maroc, préfère le terme français islamisme à islam politique. Parce qu'il dit que si on dit islam politique, c'est qu'a priori, il pourrait y avoir un islam qui n'est pas politique. Or, comme les islamistes estiment que l'islam est politique ou n'est pas, pour reprendre la formule de Khomeini, qui avait dit l'islam est politique ou n'est pas, ils préfèrent le terme arabe islamia, da'wa islamia, prédication islamique ou islamiste. Ils préfèrent ce terme à islam siyasi en arabe. Alors, pour ce qui est de Hassan Banna, alors, il a écrit... Il dit musulman, frère musulman, pas frère. Il s'est appelé frère musulman, mais c'est là où il y a un véritable paradoxe, et je le décris dans le texte, en disant, certes, il a appelé sa confrérie frère musulman, mais à un moment donné, dans certains de ses textes, il utilise le terme islami, qu'il met entre guillemets, et qui présuppose qu'il fait la distinction entre sa prédication et celle du musulman ordinaire, encore une fois, qui n'est pas suffisamment conscient du rôle qu'il a joué au nom de l'islam. Par conséquent, il établit une ligne de partage. Et c'est là où il y a un paradoxe. C'est que dans un côté, il semble reconnaître l'islamité aux autres musulmans, mais dans un autre sens, parfois il utilise le terme englobant ou anonymisant le terme « nas ». En arabe, « nas », c'est les gens. Il y a les frères musulmans d'un côté et les gens de l'autre. Et il comprend à l'intérieur de ces gens des musulmans qui, encore une fois, n'ont pas franchi le Rubicon de l'action politique. Et c'est là où on se rend compte que, si vous voulez, le sens qu'il y a dans les frères musulmans, c'est qu'ils apportent une plus-value. Enfin, c'est le sentiment qu'ils ont, eux, d'apporter une véritable plus-value à l'islam. La définition, c'est des militants, quoi. C'est des militants qui ont un objectif très clair, c'est de faire en sorte que l'islam puisse présider aux destinées des peuples majoritairement musulmans. Pour eux, il y a un lien mécanique entre l'observance scrupuleuse des rites de l'islam, en privé et en public, et le réveil civilisationnel. Comme si le lien mécanique était évident. C'est parce que vous irez prier 5 fois par jour à la mosquée que vous arriverez à produire une civilisation qui est en sommeil depuis des siècles pour supplanter les avancées de la civilisation occidentale. Et là aussi, Tariq Ramadan, il y a une forme de respect vis-à-vis de son grand-père, donc il est très, très silencieux sur cette question-là. Pour ça que d'ailleurs on lui reproche souvent
j'évite moi de parler de double discours, parce qu'à mon avis, on a tous 4 ou 5 discours. C'est le propre de l'être humain qui essaie de s'adapter à son auditoire. Mais je pense que le travail n'a pas été fait, le travail de déconstruction. J'ai essayé modestement de le faire en montrant que Hassan Banna estimait que l'islam était l'alpha et l'oméga de l'action publique et l'action politique. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Oui. C'est la première fois que la comparaison me vient à l'esprit des mouvements d'action catholique en France. Je connais ces mouvements d'action catholique dont l'objectif était « refaisons chrétiens nos frères ». Donc, en s'adaptant dans les milieux ruraux, les milieux indépendants, les milieux au cadre, les milieux étudiants, les milieux agricoles, etc. Donc, l'action catholique est née en tant que mouvement social, pas politique, hein, social d'évangélisation des milieux. Donc, c'est un militantisme. Donc, je fais le parallèle comme ça. Alors, comment dire, face à une société jugée trop sécularisée, voilà, hein, bien sûr, voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait un parallèle à faire, une comparaison, similitude à faire entre ce mouvement de Hassan el-Banna d'abord, hein, pas Qutb qui vient après, sur voilà, la société égyptienne, par exemple, là, est trop sécularisée, ou elle va trop... Voilà. Donc il faut refaire musulmans nos frères, si on peut dire, voilà, si on veut adapter. Et alors, je repose ma question, est-ce que c'est juste un mouvement d'évangélisation intérieure des sociétés musulmanes, ou de la société égyptienne d'abord, ou est-ce que c'est un mouvement qui aspire à prendre le pouvoir? Donc voilà, premièrement, et après, Qutb arrive avec la violence, c'est encore autre chose, l'action violente, encore autre chose. Mais est-ce que ça aspire à prendre le pouvoir ou juste à réévangéliser? Et dernier point qui m'apparaît tout d'un coup en t'écoutant, c'est que c'est à la fois contre la sécularisation de la société et contre l'Occident. Donc c'est les deux, il y a un côté identitaire en même temps, j'ai l'impression. Contre, voilà. Et j'ajouterais que la comparaison n'est pas logique. Pas logique. Et pas pensable, puisque quand même, on a une séparation des églises et de l'État en France, oui. Alors Et que... oui, mais oui, et la laïcité, donc on ne peut pas faire ce type de comparaison-là, je comprends. Puisqu'il n'y a pas de séparation. Mais quand je dis comparaison, moi j'entends toujours les similitudes et les différences. Je n'ai pas parlé des différences, en effet, ça fait partie, c'est très très important, et c'est en ce sens que je dis que les mouvements d'action catholique n'ont pas d'objectif politique, c'est un objectif social, de réévangéliser leurs frères. Alors que là, il y a peut-être un objectif politique qui va plus loin, pour Hassan el-Banna déjà. Et j'ajoute que tout ceci est aussi à replacer, j'imagine, dans un contexte sociopolitique de la colonisation et voilà. D'où l'opposition à l'Occident. Exactement, mais que Awès démontre très bien dans son ouvrage. Exactement. Je pense qu'il y a souvent, je dis qu'il faut raisonner à partir de en trois termes quand on parle de l'islam politique ou de l'islamisme. Il y a le texte, le corpus coranique, les traditions prophétiques. Il y a un contexte, en l'occurrence le contexte de la colonisation du mandat britannique en Égypte, et il y a les prétextes. Quels sont les arguments utilisés par les acteurs qui se réclament de l'islam? Et si on n'a pas en tête ces trois éléments-là, on passe à côté d'une explication, je dirais, rigoureuse. Naturellement, le mouvement des frères musulmans est un mouvement social, en ce sens qu'il propose une alternative, au sens d'Alain Touraine, ou ce qu'il entend par nouveaux mouvements sociaux, même si ça a été compté. Il y a des débats à l'intérieur de la sociologie. Proposer un nouveau modèle de société. Hassan Banna est très clair là-dessus. Mais il y a une dimension politique, puisqu'il a recours à des concepts politiques, gouvernement islamique, ordre islamique, etc. L'ensemble des épîtres, malheureusement, certaines d'entre elles seulement ont été traduites en langue française, expliquent qu'on soit passé à côté de cette réalité de la mobilisation politique de Hassan Banna. Alors, c'est à la fois un mouvement social, avec une dimension clairement politique. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est pour ça que la comparaison permet d'éviter la singularisation. C'est pour ça que mon collègue historien Dominique Avon, quand il préfère parler d'intégralisme quand il parle d'islamisme, parce que ça évite de trop singulariser son regard, comme si l'islam était un objet entièrement à part. En parlant d'intégralisme, on reconnaît qu'y compris dans le judaïsme et dans le christianisme, il y a une dimension politique, parfois totalisante, au même titre que les islamistes. Prenons un exemple très, très concret.
Monseigneur Castellan, archevêque de Chambéry, la référence est volontaire, au XIXe siècle dans ses lettres pastorales, ce qu'on estime être aujourd'hui le principe de séparation à partir de l'évangile de Marc et de Matthieu, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Monseigneur Castellan estimait au contraire que c'était un principe de confusion et que César avait l'obligation de respecter l'ordre divin. C'est là où je dis que c'est important le contexte et les prétextes utilisés par les acteurs. C'est-à-dire que l'islamisme ne se comprend pas simplement si on en reste au point de vue structurel. C'est vrai que la société égyptienne est majoritairement musulmane, très conservatrice. Ça peut expliquer que pour créer des ralliements contre la présence coloniale, on fait appel à l'islam, ce qui paraît évident, parce que c'est l'islam qui rassemble les populations. Mais il y a aussi le contexte, un contexte d'occupation qui peut expliquer effectivement ce raidissement sur la norme religieuse pour chasser le colonisateur. Là où la question se pose, elle est légitime. Comment se fait-il qu'une fois le colonisateur parti, il y ait toujours eu ces velléités totalistes des frères musulmans? Parce que le mouvement a continué de Pourquoi? Alors, les hypothèses que j'essaie de formuler, je ne suis pas le seul à les faire, c'est que les indépendances n'ont pas tenu leurs promesses. Échec des expériences démocratiques. Dans la plupart des pays majoritairement musulmans qui ont accédé à l'indépendance, le Maroc, la Tunisie en 56-57, la plupart de ces pays ont été confrontés à la montée en puissance du mouvement islamiste. Mais parce qu'il n'y avait aucune procédure, je dirais, démocratique qui puisse permettre de fonder un contrat social dans lequel se reconnaissent les citoyens. Et la variable qui était disponible et qui était la plus légitime, c'était la variable religieuse. Par conséquent, les acteurs de l'islam politique avaient les moyens, à partir de cette référence religieux, de rallier à eux un certain nombre de co-sociétaires ou de concitoyens. Et c'est comme ça que l'islamisme a pu continuer d'être aujourd'hui un mouvement social important qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas en échec, à condition de préciser ce qu'on entend par échec. Le seul moyen d'objectiver la popularité d'un mouvement, c'est les élections. On s'est rendu compte que quand il y avait des élections libres, c'était les islamistes qui gagnaient. Alors, est-ce qu'il y aura un échec tout de même sur le point de savoir gouverner? On peut dire que l'échec, à moins de se situer dans une perspective de fin de l'histoire, il y a un échec circonscrit, circonstanciel. On peut dire comme, d'ailleurs, je pense qu'on a fait un faux procès à Olivier Roy, qui a écrit en 92 l'échec de l'islam politique. On lui a fait dire ce qu'il n'a pas dit, et on lui a fait dire plus ce qu'il n'a dit. Autrement dit, il y a échec dans l'idéologie islamiste à proposer une alternative crédible ou un nouveau modèle de société, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont incapables de proposer un nouveau modèle de société, ils sont en échec au point de vue électoral. Ils peuvent très bien continuer d'avoir de la popularité au niveau de l'idéologie des représentations collectives, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont réellement les moyens de produire une nouvelle société. Et c'est là où il y a, je pense, des incompréhensions sur la thèse d'Olivier Roy. D'autant que, là, j'aimerais bien qu'on élargisse à l'islam politique dans la région. On a parlé des frères musulmans. Tu reviens très longuement, en fait, dans ton ouvrage sur la Tunisie, sur l'Algérie, sur le Maroc. On pense tous ici, quand on parle d'islam politique, la première image médiatique qu'on nous renvoie, c'est tout de suite la Turquie. Est-ce que je vais volontairement faire un raccourci, mais est-ce qu'il existe plusieurs islams politiques ou est-ce que tout ceci en fait peut être rassemblé sous une seule et même bannière? Empiriquement, on peut se rendre compte qu'il y a différentes catégories d'islamistes et des mouvements de l'islam politique hétérogènes. Vous avez des talibans en Afghanistan qui ont une vision hyper normative et très rigoriste. Et vous avez à l'autre bout du spectre, généralement, l'exemple qui vient à l'esprit, c'est l'AKP. Le Parti de la justice et du développement en Turquie. Là aussi, si on manque à expliciter les contextes dans lesquels ces mouvements évoluent, on passe à côté d'une analyse rigoureuse. Je m'explique rapidement là-dessus. Ce qui a permis à l'AKP d'arriver là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait dire une éthicisation du rapport à la religion. Aujourd'hui, dans le discours public, quand vous lisez la plateforme internet de l'AKP, à ma connaissance, je peux me tromper, le vocable islam n'apparaît pas, ou très peu. C'est le contexte laïque qui a contraint, les effets de contrainte institutionnels qui ont poussé ou amené les islamistes turcs
à modérer ou à revisiter ou à réviser leur rapport à l'islam, ce qui explique son évolution. Alors que dans le monde majoritairement musulman, dans le monde arabe précisément, comme il y a des forces conservatrices beaucoup plus importantes et que la plupart du temps l'islam est religion d'État, les islamistes ont largement loisir de se revendiquer de l'islam pour tenir un discours hyper normatif. Mais cela dit, il existe effectivement des rapports différents des acteurs de l'islam politique vis-à-vis de l'islam. C'est pour ça qu'il faut être très rigoureux sur le cadre juridique, institutionnel dans lequel ils évoluent. Donc parler de l'AKP comme d'un parti islamiste modéré, enfin, cette dénomination d'islamisme modéré, en fait, pour toi, c'est quelque chose de pertinent ou pas? Alors, les collègues qui travaillent sur la Turquie estiment qu'on ne peut pas classer l'AKP parmi les formations de l'islam politique. Ah. C'est un regard, il peut être discuté, il peut être critiqué, parce qu'ils estiment, ces chercheurs, enfin certains de ces chercheurs estiment que l'AKP a rompu définitivement avec cette idéologie totaliste, qui estime que l'islam est l'alpha et l'oméga de l'action publique. Ah oui. C'est discutable. Parler d'islamisme modéré, je ne sais pas si c'est pertinent. À titre personnel, je ne parle pas d'islamisme modéré. Je parle plutôt d'islamistes légalistes ou légitimistes, qui inscrivent leur action dans un cadre légal et qui ne veulent pas arriver au pouvoir autrement que par les urnes ou par la légitimité électorale. Pour cela que, à titre, j'évite l'expression islamisme modéré. Je ne pense pas que ça soit très pertinent. Mais vous dites, par exemple, sur la Turquie, le gouvernement turc soutient quand même, notamment dans la guerre civile syrienne, plutôt les frères musulmans quand même. Oui, mais vous avez des États laïcs qui ne sont pas musulmans qui soutiennent les rebelles contre Assad. Ça ne peut pas être, je dirais, un critère déterminant. Cela dit, il y a effectivement une proximité, au moins historique. Erdogan vient de l'islamisme, même s'il a rompu avec cette vision hyper normative. Mais je ne pense pas que sur le fait qu'il soutienne les rebelles contre Assad soit forcément lié à ses affinités électives avec les rebelles. Je ne pense pas, c'est plutôt le caractère autoritaire et hyper répressif du régime de Assad qui pousse Erdogan à soutenir les rebelles. Il y a autre chose. Vous remarquerez que Erdogan utilise des catégories conceptuelles sécularisées. Même si sa femme apparaît en hijab dans l'espace public, le langage des acteurs de l'islam politique turc, généralement, emprunte le langage profane, en évitant des références trop importantes à l'islam, ce qui n'est pas le cas des islamistes arabes. Les islamistes arabes, en règle générale, n'hésitent pas à se référer à des versets coraniques ou à expliquer que le califat pourrait être à terme un projet de société viable, enfin un projet collectif viable, ce qui n'est plus le cas de l'AKP turque. Monsieur. À propos de l'alpha et l'oméga de l'action politique, je voudrais juste vous relater un fait dont j'ai été témoin et par-delà vous poser une question d'ordre général. Il s'agit de l'université de Casablanca. Les étudiants à l'université, il y a une vingtaine d'années, donc on faisait quelques manifestations et puis quelques actions culturelles. Et les actions culturelles étaient déjà considérées à l'époque de la dictature comme subversives et comme déjà transgressives. Alors, il y avait, pour schématiser rapidement, il y avait les étudiants à l'université, à l'intérieur, donc qui prenaient un amphi entre les cours, parce qu'on ne leur donnait pas accès aux salles et aux amphis. Il y avait à l'extérieur de l'université des soldats et des troupes d'intervention rapide. Et puis à l'intérieur, il y avait la police universitaire, ce qu'on appelait les AVAX. Mais ce n'est pas eux qui intervenaient tout le temps pour nous empêcher. C'était les islamistes, justement. C'était des groupes islamistes qui intervenaient. C'est eux qui décrochaient les micros, c'est eux qui renversaient les tables, qui faisaient des bruits, qui ramenaient de la musique à l'intérieur pour nous empêcher, donc en fait, d'avoir la moindre action culturelle. Et ma question, c'est celle-ci. Ces gens-là n'étaient pas empêchés et ils n'étaient pas entravés. En fait, au contraire, ils étaient quelque part encouragés. Et ma question porte là-dessus. C'est la collusion un peu entre le pouvoir, dans différents pays arabes, le Maroc en particulier, un pouvoir despotique d'un côté et les islamistes de l'autre, qui en fait devenaient alliés objectifs.
puisque le but des deux, c'était de couper court aux progressistes. Étudiants, lettrés souvent, les étudiants étaient très souvent protestataires, contestataires, réclamant la liberté d'expression, la liberté d'association, réclamant simplement des libertés ordinaires fondamentales. Et ils se retrouvaient face à deux mastodontes, le pouvoir en place, et puis une multitude d'organisations qui venaient les empêcher, souvent islamistes, et alliés objectifs du pouvoir. Voilà, s'il vous plaît. Je suis totalement d'accord, j'irai même plus loin. Ils sont des alliés, généralement des alliés objectifs, mais parfois aussi des alliés subjectifs. D'ailleurs, je le dis dans l'ouvrage, généralement on oppose un peu trop facilement, un peu trop rapidement les régimes autoritaires aux islamistes. Or, on se rend compte qu'en Égypte, en Tunisie, au Maroc et en Algérie, il y a eu des collusions, puisque les régimes perdant la légitimité avaient besoin de se référer à l'islam pour éviter de s'aliéner une partie de la population qui pouvait se tourner vers les acteurs de l'islam politique. Et le cas marocain est très intéressant. Et je crois qu'on peut dire, parce que est-ce que le printemps marocain a-t-il eu lieu, oui ou non, en faveur des révoltes tunisiennes, égyptiennes, syriennes et libyennes, on peut dire, et c'est l'hypothèse que je formule, que la religion publique a tué le mouvement du 20 février, le mouvement qui s'était levé justement pour faire en sorte qu'il y ait une constitution beaucoup plus libérale, qui puisse voir le jour au Maroc. Et c'est la religion qui a servi au roi, et en déléguant en quelque sorte cet activisme au PJD, au Parti de la Justice et du Développement, pour contester au mouvement du 20 février le fait que, lui opposer pardon, au mouvement du 20 février, le fait qu'il promouvait une société qui était une société laïque, athée, matérialiste. Et en réussissant à valider cette grille de lecture, le mouvement du 20 février a éclaté, parce que le mouvement Justice et Bienfaisance, le mouvement islamiste, qui est deux mouvements principaux au Maroc, Justice et Bienfaisance et PJD, Justice et Bienfaisance n'a jamais accepté de compromis avec le régime monarchique, et c'était l'une des composantes essentielles du mouvement du 20 février. Or, à un moment donné, la question s'est posée au mouvement Justice et Bienfaisance par les salafistes. Les salafistes qui ont reproché au mouvement de Justice et Bienfaisance de fréquenter les laïcs et les athées qui allaient conduire le Maroc droit au mur. Par conséquent, le Justice et Bienfaisance s'est retiré du 20 février et le mouvement a périclité. Et effectivement, c'est le cas, une illustration parfaite de cette collusion entre le régime monarchique et les acteurs de l'islam politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une proximité, je veux dire, facilement démontrable entre le PJD qui est au pouvoir et même des salafistes. Le Cheikh Maralaoui, par exemple, qui est le chef de file du mouvement salafiste, alors que les salafistes généralement étaient dans une attitude de distance vis-à-vis du pouvoir, parce qu'ils estiment qu'il ne faut pas se mêler de la chose publique. Maralaoui avait appelé à voter PJD dans le cadre des élections législatives de novembre 2011, ce qui a permis au PJD justement d'arriver en tête des élections. Vous voyez, donc il y a une alliance entre le roi, une partie du spectre islamiste. Alors, il y a des connivences. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu dis qu'il est hors de propos. Alors on rejette à la fois le laïc, on rejette l'athée. Qu'est-ce que ça représente finalement, le laïc et l'athée? Parce qu'on voit bien que la Turquie est un État laïque dans sa constitution. Donc après tout, pourquoi ne pas imaginer, alors je fais de la politique fiction, qu'une partie de ces pays qui se disent islamistes puissent à un moment accepter une part de laïcité, ou tout du moins d'avoir une partie de leur population qui soit laïque, voire athée. C'est vraiment une question fondamentale. Je crois qu'il y a une mécompréhension, une mauvaise interprétation de la laïcité par la plupart des acteurs, notamment du spectre islamiste. La laïcité équivaut souvent dans leur représentation à athéisme. Ilmaniya en arabe, ou almaniya. Les islamistes ont toujours l'impression que la laïcité c'est quelque chose d'attentatoire à la religion, au symbole de la religion, parce qu'ils lisent la laïcité à travers l'expérience française, qui est conçue comme une expérience radicale. C'est comme ça que les islamistes voient cette réalité-là. Et pour eux, dans l'interprétation qu'ils ont, alors c'est un concept philosophique mais qui est intéressant, que je vais essayer d'expliquer. Ils procèdent à ce que Marco Miadi, qui est un philosophe belge, appelle le paralogisme identitaire. C'est quoi le paralogisme identitaire? C'est que, certes, de fait, la plupart des sociétaires tunisiens, marocains, égyptiens sont musulmans.
tout le monde peut s'accorder là-dessus. Mais il y a mille et une façons d'être musulman. Or, les islamistes eux-mêmes attribuent une identité islamique, présupposent une identité islamique, mais homogène. Ils ne conçoivent pas qu'il puisse y avoir différentes modalités d'être musulman. Et ils essentialisent eux-mêmes, je dirais, l'islamité de ces individus-là. Et généralement, ils rejettent la laïcité parce qu'ils estiment que c'est contraire au principe de la foi. Alors, même les laïcs ou la gauche dans le monde arabe a du mal à revendiquer publiquement sa laïcité. C'est pour dire la puissance, je dirais, des représentations collectives qui sont héritées de l'islam politique. Même des individus de gauche qui estiment qu'il faut aller vers une séparation, une distinction des ordres, exactement, entre l'ordre politique et l'ordre spirituel, n'osent pas publiquement affirmer leur laïcité de peur d'être mis à l'index par une grande partie de la population musulmane, partant de cette idée que laïcité équivaut à athéisme. Mais il y a un phénomène qui aujourd'hui se produit de fait, que les islamistes l'acceptent ou non, c'est le phénomène de sécularisation, qui est un processus objectif, qui échappe à la volonté des acteurs. Et c'est tellement vrai que Saad Uthmani, dont je parle dans l'ouvrage, a imaginé un mot, il utilise un mot en disant « tamiz », la distinction entre le politique et le religieux. Pourquoi est-ce qu'il utilise ce concept? C'est parce qu'il s'est rendu compte que si la laïcité n'a pas de raison d'être dans un pays majoritairement musulman, parce que c'est un processus juridique, politique, la sécularisation, elle, est à un stade avancé du fait de la mondialisation, de l'interpénétration des cultures. Et pour tenir compte de cette réalité, on imagine, pour légitimer d'un point de vue religieux l'acceptation d'une forme de sécularisation, certains termes. Donc pour ne pas dire séparation du politique et du religieux, qui conteste le terme de fasl, qui veut dire séparation, il dit oui, on peut imaginer un thémis, une distinction. Et là, il feint de redécouvrir des textes de la tradition prophétique ou tradition du prophète de l'islam, Mohammed, des déclarations où le prophète de l'islam dit pour ce qui est des affaires spirituelles, ça me concerne, et pour ce qui est des affaires mondaines, vous êtes plus compétent que moi. Qui dit ça? Le prophète de l'islam. En fait, si vous voulez, les islamistes prennent acte de la sécularisation. Mais pour légitimer le fait qu'ils prennent acte de la sécularisation auprès des franges les plus conservatrices, il leur faut imaginer des concepts et surtout trouver des points d'accord possibles dans la tradition musulmane. En disant, vous voyez, on a une tradition qui nous permet... on a un texte du prophète exactement, qui nous dit que tout ceci existe. On peut légitimer du absolument, ce type de comportement. C'est des stratégies de légitimation. Je n'arrive pas à comprendre, je comprends l'inverse, mais je me trompe peut-être. De ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est la séparation qu'ils veulent bien accepter en se basant sur un texte du prophète. Bon, d'une part, la séparation ils veulent bien accepter, mais pas la sécularisation. Non, en fait, c'est un peu plus, je dirais, un peu plus compliqué, ou un peu plus simple. Ça dépend du point de vue duquel on se place. Disons que la séparation pour eux est inenvisageable, parce qu'ils n'imaginent pas une société majoritairement musulmane qui assumerait au même titre que la France, par exemple, une séparation politique, juridique, institutionnelle entre le politique et le religieux. Mais la citation du prophète qu'il donne, c'est pourquoi? Je vais y venir. C'est une manière plus soft d'accepter ou de faire accepter une forme de sécularisation en disant aux franges conservatrices, ne vous inquiétez pas si on n'utilise pas trop le langage de l'islam ou si nos législations ne sont pas suffisamment islamiques à votre sens, ne vous inquiétez pas, le prophète de l'islam nous a dit que tout n'était pas prévu et qu'il y avait des choses qui échappaient, qui n'entraient pas dans le cadre des textes conçus je dirais dans un contexte particulier. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on a des textes religieux qui montrent que le politique doit faire preuve d'imagination créatrice et que toutes ces décisions ne passent pas forcément par les fourches codines d'un langage théologique. C'est une forme finalement de légitimation d'un état de fait par des Exactement. textes qu'on a retirés peut-être de leur contexte à les comprendre, mais bon, ça après c'est des stratégies de légitimation ex post, tout simplement. C'est pas le religieux qui détermine le politique, mais c'est l'inverse.
c'est les exigences du champ politique qui imposent aux religieux de revisiter les textes. Mais ce qui n'empêche pas leur volonté de quand même islamiser toute la Exactement, société bien et le sûr, pouvoir. bien sûr, D'accord. bien sûr. Mais c'est pour éviter la critique qu'on pourrait leur objecter en disant oui, mais là, vous décidez d'une législation qui n'utilise pas ou qui ne réfère pas aux catégories de l'islam. Est-ce que ça réfère à, comment on appelle ça, la taqiyya, là, je sais pas, est-ce que ça réfère à cette idée-là ou pas? Non, je ne pense pas, parce que la taqiyya, c'est plutôt le fait des chiites. Taqiyya, c'est la stratégie de dissimulation. De dissimulation. Je ne crois pas. Je En crois quoi qu'on ça a- consiste? Ça consisterait à dire quelque chose en public qu'on ne dirait pas en privé ou inversement. C'est-à-dire, on dit des choses en public et on dit tout autre chose dans des espaces de militants. Ouais, c'est encore La autre taqiyya, chose. généralement, c'est plutôt chiite. Ah, c'est Mais chiite. Plutôt. Mais je ne pense pas que ça Pas la même soit chose, opérant dans le cadre des... Non, puisque de toute façon, ils ont la législation pour eux. Tout à l'heure, vous aviez bien fait de faire la référence. Le fait que l'islam soit religion d'État, pour eux, c'est une légitimité déjà de mise en capacité de parler religieusement dans l'espace public. Monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas un autre phénomène aussi qui pourrait expliquer ça, qui est le fait que les régimes politiques, notamment au Maghreb, ont utilisé l'islam. Ils ont fait des ministères des affaires religieuses, ils ont contrôlé vraiment l'appareil religieux de manière assez forte pour essayer d'écarter les mouvements islamistes et ceux qui se réclament de l'islam politique, etc. Et du coup, en argumentant et en disant on est pour la séparation, ou en tout cas la distinction entre le religieux et l'État, ça serait de dire on va éviter dans le futur que ça se reproduise. Je ne crois pas, parce qu'on l'a dit tout à l'heure avant que vous n'arriviez, je crois qu'il y a une véritable collaboration, complicité entre les régimes autoritaires et les acteurs de l'islam politique. Les régimes autoritaires ont besoin des islamistes, et les islamistes ont besoin des régimes autoritaires pour espérer avoir une voix au chapitre, je dirais, dans la fabrique de l'action publique. C'est pour cela que j'ai pu retrouver des textes, et c'est des collègues qui avaient travaillé là-dessus. Ranouchi, à un moment donné, avant les soulèvements en Tunisie, envisageait une présidence à vie, qu'il était prêt à accepter que Ben Ali reste au pouvoir. Bien sûr, et les textes existent. Dans un congrès de Narda en 2008, si je ne m'abuse, où ils envisageaient une possibilité à la marocaine d'un président à vie, qui puisse simplement leur permettre d'intégrer le champ institutionnel. Vous voyez, je crois qu'on peut faire cette hypothèse-là. Il y a des véritables velléités autoritaristes au sein des mouvements d'islam politique. Et ça, on refuse de le dire, parce que c'est vrai que les islamistes, en règle générale, ont souffert de la répression. C'est une réalité. Mais c'est à l'Algérie. C'est pas parce qu'ils ont souffert de la répression qu'il faut oublier ou omettre de rappeler qu'il y a eu des collusions entre les acteurs de l'islam politique et les régimes autoritaires. Pour une raison, c'est qu'ils ont la même conception, je dirais, du contrôle social sur la société, vouloir tenir la société, pour pas que le pouvoir central soit contesté. Ils ont cette représentation de la société, la représentation de l'ordre, et c'est ce qui rapproche les islamistes des régimes autoritaires. Monsieur. Oui. Il y aurait-il eu finalement deux phases? C'est une première phase de 4 décennies à partir de la création de la confrérie des frères musulmans, et la deuxième, qui est concomitante à plusieurs pays du monde arabe, c'est à partir de Sadat qui a fait un revirement pour finalement s'attirer vers lui les faveurs des frères musulmans pour contrer toujours l'opposition démocratique. Et en même temps, pendant la même décennie, c'était au Maroc la même chose, où il y avait un durcissement, c'était les années de plomb, et en même temps un attrait des islamistes pour contrer la même chose. Donc est-ce qu'il y a eu deux phases dans le monde arabe? D'abord la contestation radicale, puis la collusion et le rapprochement. C'est vrai, encore une fois, le Maroc est un cas paradigmatique. Je verse totalement ce que vous dites. C'est-à-dire que pour liquider la gauche révolutionnaire ou même réformiste à l'indépendance, Hassan II a utilisé les islamistes contre les laïcs et la gauche. Et une fois qu'il s'est débarrassé de la gauche, il a voulu se débarrasser des islamistes. Les islamistes marocains, à un moment donné, ont collaboré avec, indirectement, on pourrait dire que c'était des alliés objectifs avec Hassan II, quand il arrive au pouvoir en 61. C'était pour venir à bout de la gauche. Pour les islamistes, il fallait venir à bout de la gauche et des laïcs parce qu'ils étaient athées. C'est des gens qui dénaturaient l'islam public. Pour Hassan II, c'était une manière
d'éviter que la question de la constitutionnelle, par exemple, portée par un Mehdi Ben Barka, qui est mort d'ailleurs dans des conditions très troubles, c'est le moins qu'on puisse dire, qui était favorable à la constitutionnelle, le fait que les Marocains puissent s'entendre dans le cadre d'un contrat social sur le type de pouvoir qu'ils voulaient voir réalisé au Maroc. Et sentant cette difficulté, Hassan II s'est appuyé sur les islamistes. Mais ce n'était pas par goût, ou c'est pas parce qu'il appréciait ou il aimait les islamistes, c'est simplement parce que c'était des alliés de circonstance pour décapiter... exactement, au nom de la religion publique. Oui, Armand Benjeloun, est-ce que vous pouvez dire un mot? Est-ce que c'est vraiment une action des islamistes? Il y a un débat jusqu'à aujourd'hui. Alors j'avais posé la question à des membres du PJD dans le cadre d'un terrain que j'avais effectué, où les islamistes reconnaissent qu'effectivement c'est l'un des leurs qui a assassiné Omar Benjeloun, le syndicaliste, l'homme de gauche en 1975. D'autres disent que c'était une opération montée par les services de sécurité marocains pour prouver que les islamistes étaient véritablement radicaux. Donc ils faisaient d'une pierre deux coups. Profiter de cet événement-là pour se débarrasser d'un opposant important et en même temps impliquer les islamistes pour justifier a posteriori la répression. Et très souvent on a comparé Hassan II au prince de Machiavel. Parce qu'il jouait des contextes et de la fortune pour venir à bout de ses opposants. Et est-ce qu'on pourrait dire de Mohamed VI qu'il est aussi machiavélique que son père? Je dirais que j'éviterais de donner un jugement de valeur de ce type, mais disons qu'il est beaucoup plus porté sur les affaires commerciales et économiques. C'est une forme néopatrimoniale du régime marocain, où on confond les caisses publiques et les caisses privées. On pourrait dire que Mohamed VI est beaucoup moins politique comment dirais-je, il est plus dans les affaires, un affairiste, sans jugement de valeur de ma part, c'est beaucoup plus un affairiste qu'un homme politique. Cela dit, il est très bien conseillé, et la constitution de 2011, dont certains estiment que c'est une constitution manipulative, parce que les Marocains sont passés maîtres dans les constitutions qui puissent permettre, qui laissent au roi une marge de manœuvre relativement importante, une constitution qui a obtenu, je crois, 98% de oui. Alors les Marocains ont beaucoup plus répondu à celui qui posait la question qu'à la question. Je voulais revenir un instant sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la capacité, entre guillemets, de sécularisation de ces pays et notamment de cet islamisme. Je vais encore refaire de la politique fiction. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, dans quelques années, quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, une forme de parti islamiste à l'image de ce qu'on a aujourd'hui en Europe avec les chrétiens démocrates? Oui, c'est une question qui... C'est une question qui revient très souvent, donc c'est pour ça que... Absolument. Où est-ce qu'ils existent encore, les chrétiens démocrates? Ils existent encore un petit peu. Alors, il y a plusieurs hypothèses qu'on pourrait formuler. Pour arriver au stade, je dirais que les islamistes aujourd'hui sont dans la situation du christianisme politique, je dirais à la fin du 19e siècle, où il n'y avait pas cette distance encore vis-à-vis d'une appréhension, d'une conception hyper normative de la religion, une religion qui devait régner en maître dans l'espace public. C'est une hypothèse tout à fait crédible, mais ça voudrait dire qu'il y ait un certain nombre de révisions qui soient intériorisées par les mouvements de l'islam politique. Il y a plusieurs, on peut imaginer plusieurs scénarios. Si il y a des constitutions contraignantes qui sont adoptées dans la plupart des pays majoritairement musulmans, on peut envisager que par les effets de contrainte exercés par ces constitutions, les islamistes révisent un certain nombre de fondamentaux de leur idéologie originale pour beaucoup plus éthiciser leur rapport à la religion. Ce serait, on pourrait imaginer, on pourrait opposer l'éthique de Aristote, qui est une éthique beaucoup plus individuelle, et la morale kantienne, qui régnerait à l'échelon individuel, à l'échelon collectif. Je dirais que cette constitution contraignante, si elle mettait suffisamment en distance le religieux, pourrait entraîner chez les islamistes des révisions. On n'en est pas encore là, mais il y a une formule qui me revient souvent et qui, à mon avis, résume assez bien la démarche des chrétiens démocrates. Et c'est Jacques Maritain qui a cette belle formule. Il dit
en quelque sorte les chrétiens démocrates, c'est ceux qui agissent en chrétiens et non pas en tant que chrétiens. Les islamistes connaîtront... C'est-à-dire en gros en termes de corpus de valeurs. Exactement, des valeurs qu'on n'impose pas au reste de la société, mais qui irriguent d'une certaine façon nos représentations individuelles et l'action publique qu'on peut mener au nom de cette éthique. Mais c'est jamais une morale collective qui doit s'imposer à la collectivité. C'est dans ce sens-là qu'il l'entend, Jacques Maritain. Et on pourrait imaginer, effectivement, je ne sais pas dans combien de temps, des islamistes qui acceptent de faire de l'islam une éthique individuelle, une plus-value dans l'action publique, mais que cet islam-là ne soit plus un moteur ou un principe pour imposer à la collectivité des normes collectives contraignantes. Justement, à propos de ça, à propos de la liberté religieuse. Oui, bien sûr, ça intègre bien sûr la dimension de la liberté de conscience. Je voulais dire à propos de la démocratie chrétienne. Vous savez que une des révolutions en Allemagne de l'après-guerre, c'est qu'au départ, avant-guerre, avant le nazisme, il y avait un parti catholique, le Zentrum, et qu'après-guerre, le parti chrétien-démocrate a rassemblé aussi bien protestants que catholiques. Il reste la chancelière est d'origine protestante. Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans ce cas-là, un parti, comment ça s'appelle, démocrate islamiste, qui rassemble par exemple chiites et puis sunnites? Ah, ce serait pour l'Irak, ça, au moins. Disons, alors, on n'en est pas là. On fait de la politique fiction. Oui, c'est des hypothèses crédibles. En revanche, ce qu'on peut dire à l'instant delta T, c'est qu'on n'en est pas là pour plusieurs raisons. Il y a des signaux qui nous montrent que les islamistes ont encore une conception hyper normative, rigoriste ou conservatrice de l'islam. C'est que par exemple au Maroc, le PJD a refusé que la liberté de croyance soit inscrite en lettres d'or dans la Constitution de 2011. Et les arguments utilisés peuvent poser question à l'observateur. Et j'ai tombé sur un article ce qu'on pourrait appeler un intellectuel organique, qui est un militant assez actif du PJD au Maroc, Bilal Talidi, qui intervient souvent dans les colonnes de Tejdid. Tejdid, le Renouveau, c'est un journal qui est proche du PJD et du mouvement Unicité Réforme. Et il disait, il ne faut pas inscrire la liberté de croyance ou la liberté de conscience, plutôt la liberté de croyance dans la Constitution, parce que demain, il pourrait y avoir un changement démographique et que des minorités stipendiées par les États-Unis d'Amérique pourraient demain changer la croyance collective des Marocains. Et c'est très sérieux ce que je vous dis là. Quelle minorité? Mettons, avec les comment dirais-je, les migrations, etc. Si demain, dans la société marocaine, avec l'installation des Européens, on inscrivait, c'est lui qui le dit, moi je ne me fais que le porte-parole de ce qu'il dit, mais ça démontre, si vous voulez, l'état d'esprit de certains acteurs de l'islam politique. Si on inscrit la liberté de croyance, demain ça pourrait faire le jeu de minorités évangélistes qui voudraient évangéliser les Marocains, etc. Et c'est exactement à l'inverse ce que prétendent certains qui cautionnent ou qui valident l'hypothèse d'islamisation d'Europe. Là, c'est une théorie du complot, parce que qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que si on inscrit la liberté de croyance dans la Constitution, il pourrait y avoir une modification de la croyance collective des Marocains? La liberté de croyance qui était prévue, pas de conscience? Non, la liberté de croyance. De croyance. Oui, tout à fait, la liberté de croyance. Et c'est quelque chose que j'ai relevé, parce que même dans les discussions qu'il y avait eu en 2006 autour du congrès du PJD, pourtant, il était dit noir sur blanc que le PJD favoriserait la liberté de croyance. Or, en 2011, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas puisqu'ils ont refusé, ils ont fait obstacle à ce que la liberté de croyance soit inscrite dans la Constitution. Ça démontre, là, le fossé qui sépare encore les islamistes des chrétiens démocrates. Mais est-ce que ça... Pardon, allez-y, monsieur. Non, mais je ne sais pas si c'est trop opportun de comparer la situation des pays musulmans avec l'Europe, encore moins lorsqu'on parle avec des mouvements islamistes, parce que si on leur dit regardez l'Europe, est-ce que vous ne pourriez pas vous inspirer de l'Europe, c'est le meilleur moyen. On n'a pas dit qu'il fallait qu'ils s'inspirent de l'Europe. On est juste en train de... Voilà. Oui, mais on compare toujours, on se réfère à la démocratie chrétienne, au mouvement d'action catholique, etc. Moi, je crois que l'évolution, les marges d'évolution, ça va être que cet échec de l'islam politique, cette incapacité qu'ont les mouvements islamistes à diriger le pays, l'éclatement des mouvements islamistes entre des tendances différentes qui s'affrontent alors que tous se réfèrent à l'islam,
va créer un trouble important, qu'il va y avoir une réflexion à partir de là, que les gens vont dire ça ne marche pas notre système, il ne suffit pas d'être des bons musulmans et de prendre le pouvoir en invoquant la charia pour régler les problèmes. Il va bien falloir régler les problèmes. Alors comment les choses vont évoluer en fonction de ça? Là, je crois qu'il y a des marges, il y aura des réflexions qui vont se faire. On va dire que finalement, invoquer la charia n'est pas la solution à nos problèmes. Il faudrait quand même qu'on se préoccupe des problèmes économiques, qu'on se préoccupe, qu'on tienne compte d'un certain nombre etc., etc. Et là, il va y avoir beaucoup d'évolutions qui vont se faire. Oui, alors... et probablement, la philosophie islamiste va s'en trouver complètement modifiée. Alors... Oui, alors il y a des voix critiques au sein de ce qu'on pourrait appeler le spectre islamiste. J'ai relevé les déclarations de quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup. Bon, il s'exprime en langue arabe, qui s'appelle Jassem Sultan. Jassem Sultan, c'est un intellectuel qatari ou qatarien. Et récemment, il a intervenu, on peut retrouver son intervention sur Islam Online, qui est un site plutôt pro-islamiste. Le titre de son intervention, c'est « Ad-Dawla al-Islamiyya bayn al-fiqh wa durut al-waqi'a ». L'État islamique entre le fiqh, ce qu'on peut traduire par théologie normative, certains disent jurisprudence, moi j'évite cette traduction, et les pressions, les contraintes du réel. Et ce que dit Jassem Sultan est édifiant. Il dit les islamistes, parce que lui il a appartenu, je l'ai rencontré une fois au Maroc, il a appartenu au mouvement des frères musulmans au Qatar, puis il s'en est retiré, justement à cause des impasses. Et il dit partout où les mouvements de l'islam politique se sont revendiqués d'un projet de renaissance, ils ont échoué. Et il a cité l'Afghanistan, il a cité le Soudan, il a cité l'Algérie, etc. Le problème, c'est que les islamistes sont sourds aux critiques qui viennent même de l'intérieur. Et il prenait l'exemple des Égyptiens, ce qui a conduit au coup d'État le 3 juillet 2013. Aucun doute là-dessus, il s'agit d'un coup d'État. Sisi a pris pouvoir, a profité d'un mouvement de détestation de la gestion du pouvoir par les islamistes pour surfer, je dirais, sur la vague et permettre aux militaires de revenir sur le devant de la scène politique. Et ce que dit Jassem Sultan, il dit que les islamistes, alors qu'il fallait ouvrir le spectre, à un moment donné, faire en sorte justement de faire collaborer dans la gestion du pouvoir des individus aux sensibilités différentes, ils ont estimé que les contre-coups qui étaient les siens, qui étaient les leurs, étaient le signe de l'élection divine. Au lieu d'être alertés par les échecs, ils ont interprété les échecs comme finalement des obstacles que Dieu mettait sur le chemin de ceux qu'il aime. Il y a véritablement cette persuasion, et ça on peut le démontrer, même si ça ne plaît pas à certains commentateurs ou analystes. Les islamistes sont persuadés que leur lecture de l'islam est la seule vérace. Et c'est une démonstration, le fait de croire que malgré les échecs, on est sur la bonne voie, démontre qu'ils croient fermement, dur comme fer, qu'ils sont les élus. Et c'est Jassem Sultan qui le dit. C'est pour ça que c'est intéressant de dire que ce n'est pas simplement, comme on le croit, une opposition entre des laïcs et des islamistes. Non, puisque des islamistes ou des gens qui ont une sensibilité islamiste, eux-mêmes sont hyper critiques vis-à-vis des islamistes. Ce qui donne une crédibilité au fait que l'idéologie échoue à l'épreuve du pouvoir. Et alors, venons-en à la Tunisie, qui a adopté une constitution que tout le monde trouve fort intéressante au minimum, et qu'ils ont comparé parfois au Concordat napoléonien, qu'on a parfois comparé à ça, avec une petite différence quand même, c'est que dans le Concordat, le catholicisme était qualifié de religion de la majorité du peuple des Français, ou la très grande majorité des Français même, alors que dans la constitution tunisienne, c'est la religion de l'État. Et en plus, il me semble aussi que le président doit être de religion musulmane, ce qui n'était pas le cas en France. Bon, en tout cas, ça a été comparé pour une partie, parce qu'il y a la liberté de conscience, le droit d'être athée, enfin bon, des choses comme ça. Et donc, est-ce que c'est une acceptation par les islamistes du coup, El Nahda, qui sont divers, semble-t-il, du réel, d'un certain réel, d'une certaine sécularisation, d'une certaine séparation du politique et du religieux, que ce soit
par pragmatisme ou pour d'autres raisons, mais il y a une acceptation, semble-t-il. Qu'est-ce que tu en penses? Ou par consensus politique nécessaire. Oui, par obligation, tout simplement. Oui, mais ils ont été obligés dans les compromis. Exactement. En fait, le compromis est né du rapport de force avec la société civile. Bien sûr. Et c'est la société, c'est le rapport de force. D'où l'importance de la sécularisation de la société. Exactement. C'est ce rapport de force qui a amené les islamistes à mettre du vin dans leur eau et pas l'inverse. C'est Chérif Ferjani qui a fait cette belle remarque. Du vin dans leur eau? Bien sûr. Les islamistes. Oui, bien sûr, absolument. J'ai pas vu. Et c'est effectivement ce rapport de force avec la société civile qui a amené les islamistes à accepter ce compromis. Cela dit... Mais quelle est la potentialité de cette... C'est difficile, on ne peut que juger des faits. Ce qui est certain, ce qui est en train de se passer en Tunisie est une réussite relativement à ce qui se passe ailleurs. J'entendais d'ailleurs Jean-Paul récemment intervenir sur France 24 sur la réussite, le laboratoire que pouvait constituer la Tunisie. Il faudra attendre pour voir. Mais il est certain qu'en reconnaissant que l'islam est religion d'État, ça peut, à un moment ou à un autre, poser question, oui. Parce que vous entretenez, c'est Abdou Filali Ansari qui le dit, vous entretenez une conscience malheureuse, qui est un intellectuel marocain, pardon de ne pas avoir apporté la précision. Qui est engagé dans le dialogue. Oui, qui a produit des textes très intéressants sur l'islam, un ouvrage sur réformer l'islam, qui parle de conscience malheureuse. Tant que vous mettez en évidence que l'islam est religion d'État, vous donnez des bases de justification à des groupes se revendiquant de l'islam pour estimer que le réel ne correspond pas suffisamment à cette réalité constitutionnelle. Il n'y aurait pas suffisamment d'islam dans l'espace public ou dans la législation. Or, l'islam étant religion d'État, on a la pleine légitimité, c'est comme ça que les islamistes peuvent le concevoir, à réclamer une législation beaucoup plus conforme à la manière dont on se représente l'islam. Ça peut être une pomme de discorde à l'avenir. C'est pas certain que ça soit de contradiction avec la Constitution, ou de rapport de force avec des mouvements islamistes plus durs. Monsieur. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je peux revenir un instant sur Youssef Qaradawi? Bien sûr. En fait, c'est juste un exemple, mais c'est le principe que je veux évoquer. Dans un discours qu'il a tenu, il a appelé les sunnites à aller combattre en Syrie contre les chiites. Et il a utilisé pour cela l'expression Ahl-Sunna, qui est une expression très intimiste, qui fait appel à l'identité profonde d'un sunnite. Et en fait, son discours contenait tous les éléments de la catharsis, finalement, c'était très théâtral. Et l'idée, selon lui, c'est de restreindre tout le conflit en Syrie à un conflit confessionnel entre sunnites et chiites, alors que c'est plus large que ça, c'est politique, c'est ethnique, il y a une fragmentation ethnique qui s'adjoint à tout ça. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que finalement, Qaradawi et d'autres qui ont le même discours que lui sont finalement davantage dogmatiques et exclusivistes que fondamentalistes? Parce qu'on le traite de fondamentaliste, mais en fait, il est autre chose que cela. Il rentre dans le dogmatisme exclusif. C'est le cas de plusieurs islamistes. Vous avez raison, c'est important de dire, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le rappeler, on peut être très rigoriste du point de vue religieux et ne pas être un djihadiste. Alors, des gens très conservateurs au plan religieux ne passeront jamais à l'action armée. Dans le cas de Qaradawi, si on peut effectivement parler d'exclusivisme, il y a quelque chose moi qui m'a interpellé. C'était au mois de juillet dernier, juin-juillet, j'avais vu des déclarations, mais en arabe, plutôt en arabe, donc le public francophone n'est pas au courant de ces déclarations-là, où Qaradawi très clairement confessionnalisait le conflit en Syrie en disant que les Alaouites sont plus mécréants que les Juifs et les chrétiens. Et ça, c'était une manière de confessionnaliser le... Oui, Akfar min al-Yahoud wa al-Nasara. Akfar, c'est un superlatif. Donc il estimait que effectivement les Alaouites sont plus mécréants que les Juifs et les chrétiens. Et j'avais dit dans un papier que d'un coup, d'un seul, il était christianophobe, judéophobe et même islamophobe. Parce que si l'Alaouite dit qu'il est musulman, ça lui appartient. Personne ne peut juger de l'islamité de l'autre en principe. Surtout quand on a un théologien. On évite de juger de l'islamité d'autrui. Il y a une véritable confessionnalisation et j'ai l'impression, mais ça c'est une hypothèse, je n'ai pas les moyens de vérifier, que la confessionnalisation est beaucoup plus importante du côté sunnite que du côté chiite. Nasrallah est beaucoup plus fin, entre guillemets. J'ai l'impression qu'il confessionnalise moins la question, même s'il est engagé aux côtés de Bachar al-Assad.
contre les opposants à Bachar al-Assad. C'est une évidence. Le Hezbollah est engagé aux côtés du régime d'Assad. Mais du côté sunnite, et Qaradawi a une voix qui porte, ça pose question. D'autant plus qu'il a décrété dans une fatwa que quiconque musulman est capable de se rendre en Syrie pour combattre Assad, il fallait qu'il s'y rende, sans autorisation parentale. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit en arabe, ça a été repris par la suite. Et c'est une responsabilité morale. Pareil pour Shir al-Bouti, le théologien, l'imam syrien, qui est mort dans sa mosquée à la suite d'un attentat. Alors il y a une polémique. Qui sont les commanditaires de l'attentat? Certains disent il était du côté de Assad, donc les rebelles lui ont fait payer cette proximité avec le régime de Assad. Et vous avez ceux qui penchent plutôt, qui sont anti-Assad, pour une raison ou une autre, estiment que c'est précisément Assad qui aurait fait tuer Bouti, qui aurait changé, qui aurait tourné Kazakh à la fin. Ça me paraît peu crédible. Mais toujours est-il que Qaradawi, quelque temps auparavant, avait eu un discours public où il mettait en accusation tous ceux qui soutenaient Assad, dignitaires religieux, hommes ordinaires, etc. Et certains lui prêtent justement cette responsabilité morale. Parce que c'est pas un kidam, Qaradawi, c'est quelqu'un qui a quand même une audience. Il a une émission de télévision sur Al Jazeera, Sharia al-Hayat, et il est écouté. Il est écouté d'ailleurs par des musulmans français. Oui, français, sunnites, pour eux c'est une référence. Mais ne leur faisons pas de procès. Certains n'ont pas accès à la langue arabe, donc ils ne savent pas ce qu'il dit en langue arabe. Mais justement, dans cette affaire, est-ce qu'il n'y a pas une alliance objective entre le gouvernement israélien et puis dans la détestation des régimes syriens et iraniens, quoi? Entre qui et qui alors? Comment? Entre qui et qui Avec Israël. Entre qui et qui? Israël et qui? Je veux dire Israël et et les régimes arabes sunnites ont une même détestation des Iraniens et puis des Syriens, quoi. Les régimes arabes sunnites, ils sont nombreux quand même. Alors c'est une question, elle est difficile, mais il y a une manière d'y répondre. Alors certains disent que pour la Libye par exemple, certains disent que si on a intervenu, si on n'intervenait pas, c'était parce qu'on était intéressé. Si on intervenait, c'était intéressé. Moi, je me méfie de ces, comment dirais-je, des soutiens. Je pense qu'Israël veille avant tout à voir comment elle peut se positionner selon ses intérêts, tout simplement. Mais de là à dire qu'il y a une alliance objective, moi j'aurais eu beaucoup de mal à me prononcer sur cette question, très honnêtement. Parce que les deux lectures sont possibles. Certains anti-Assad disent que Israël est content parce que c'est Assad qui est au pouvoir. D'autres disent si on intervient en Syrie, c'est parce qu'Israël le veut. Vous voyez, c'est ces explications un petit peu fourre-tout dont moi je me méfie, par prudence analytique. Alors, je voulais juste revenir sur ce que tu disais là, puisqu'on est parti sur la Syrie. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette notion de djihad? Est-ce que le djihad, finalement, est le dernier stade de l'islam politique, c'est-à-dire aller faire la guerre, entre guillemets, pour aller un petit peu faire du prosélytisme de manière, je dirais, plutôt armée, forcée, et voilà. Alors là, c'est la source de nombreuses incompréhensions sur l'interprétation. Alors djihad, la racine c'est jihadat, c'est faire un effort. Or, il est établi aujourd'hui que le principal djihad, c'est le djihad contre soi-même. Le djihad al-akbar, le plus grand djihad, c'est celui qu'on mène contre ses propres passions. Donc en fait, là aussi, il y a une querelle de définition. Il y a une querelle de définition. Or, il est important de rappeler au moins l'origine. Maintenant, il existe des personnes, effectivement, qui, au nom d'une compréhension qui peut être critiquable du djihad, décident d'aller combattre ce qu'ils estiment être des apostats, des mécréants, des régimes iniques, etc. Et on voit le cas aujourd'hui en France. Un certain nombre de jeunes partant en Syrie pour en découdre avec Assad, et pour des motivations différentes. Il y en a certains qui, devant l'horreur, estiment que c'est leur devoir religieux d'aller sur place pour combattre Assad, et d'autres c'est pour des motivations idéologiques. Assad étant un alawite, et donc pas tout à fait le musulman selon les canons qui sont les leurs,
se rendre pour accomplir le djihad en Syrie, pour décapiter Assad, le chiite, l'alawite. Il y a différentes façons de se référer au djihad. C'est encore une fois selon les contextes, selon les individus et leur mobile, les motivations. On ne peut pas a priori juger des raisons pour lesquelles certains partent faire le djihad en Syrie. La seule manière de s'en assurer, c'est d'écouter leur propre justification. Et on est toujours un petit peu gêné quand les journalistes nous interrogent. Moi, je réponds en essayant d'être le plus nuancé possible, en expliquant qu'effectivement, il y a certains prêcheurs qui appellent au djihad, certains veulent aller en Syrie pour retrouver une identité, comment dirais-je, valorisée, etc. Mais on ne peut savoir réellement pourquoi est-ce qu'ils sont allés en Syrie qu'en les écoutant. S'ils reviennent vivants, ils peuvent naturellement mourir sur place. Sauf s'ils ont 15 ans et puis qu'on va les récupérer. Bref, il y a aussi la question du salafisme qui occupe beaucoup les médias en ce moment et qui provoque pas mal de fantasmes. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur cette identité salafiste? Tu parles, toi, particulièrement de néo-salafisme. Quelle est la différence finalement entre ces deux termes? Alors j'ai introduit néo pour ne pas reprendre à mon propre compte la lecture que se font les salafistes de l'islam. Parce que si on dit salafisme, je me suis posé cette question, c'est qu'on valide leur interprétation, leur lecture de l'islam, puisque les salafistes, ceux que j'appelle moi les néo-salafistes, estiment qu'ils se réfèrent ou qu'ils pratiquent l'islam tel qu'il était pratiqué par les premières générations de l'islam, qui seraient les générations un islam pur finalement. Exactement, purifié des scories, de la modernité, etc., avec une lecture très littéraliste du corpus islamique, que ce soit des traditions prophétiques ou du Coran. C'est la raison pour laquelle je parle de néo-salafiste. Mais c'est un terme... alors, il y a un tronc commun entre les frères musulmans et les néo-salafistes. Alors les frères musulmans n'aiment pas quand on leur rappelle que Hassan al-Banna lui-même, dans ses épîtres, dit qu'il se réfère lui-même au salaf salih, les pieux prédécesseurs. Pourquoi les frères musulmans sont gênés? Parce que le salafisme, ou le néo-salafisme, c'est une lecture encore plus littéraliste que celle des frères musulmans. Donc ils ne veulent pas être mêlés à eux. Surtout que les islamistes prétendent adopter une position de compromis, de juste milieu, selon eux, entre la modernité ou le modernisme et un islam coupé complètement de la modernité et des apports de la technologie ou des apports de la modernité occidentale. Mais la seule différence qu'on peut établir, c'est effectivement le rapport au texte, même si les évolutions sont importantes, même chez les néo-salafistes aujourd'hui, qui considéraient la démocratie comme étant de la mécréance, entrent dans le jeu politique. On a l'exemple en Égypte. Et alors, est-ce que c'est le cas aussi, parce qu'on en a aussi pas mal entendu parler en Tunisie, on a parlé des salafistes en Tunisie, est-ce que là aussi, eux, entrent dans le jeu démocratique, ou est-ce qu'ils cherchent juste à venir un petit peu polluer le débat? Je dirais que Hizb ut-Tahrir, le mouvement de parti de la libération, en fait, il joue des soi-disant compromis des islamistes qui auraient accepté la démocratie. Et il profite des échecs des islamistes pour dire, vous voyez, on vous l'avait dit, s'engager en politique est coûteux du point de vue symbolique, puisqu'on dénature le projet purifié qui est le nôtre, le projet de l'islam. Et les islamistes sont toujours débordés par plus rigoristes qu'eux. Et il y a une espèce de course à l'échalote. Mais ce que j'ai remarqué, et ce sera l'objet d'un article j'espère prochainement, c'est que l'engagement dans le champ politique contraint les acteurs de l'islam politique ou même les salafistes à réviser un certain nombre de fondamentaux de l'islam. Je m'explique. Les salafistes qui en Égypte considéraient hier la démocratie comme étant de la mécréance, avec l'ouverture du jeu politique se sont engagés en politique et ont décidé justement de revoir le rapport qui était le leur vis-à-vis de la démocratie. En disant finalement, la démocratie, ce n'est pas forcément une mécréance, parce qu'on peut utiliser la démocratie pour justement faire advenir notre projet religieux et éviter les pièges dans lesquels sont tombés nos frères islamistes. D'ailleurs, ils les appellent en arabe « Ikhwan al-Muflisin », les frères faillis. Oui, ils font un jeu de mots justement pour les dénigrer. D'où le néo finalement salafiste. Oui. Ils n'ont plus rien à voir avec... Non, plus rien à voir. Disons que néo, c'est une manière de marquer une distance vis-à-vis de leur propre lecture de l'islam, pour garder je dirais une forme de neutralité vis-à-vis de ce qu'ils avancent.
quels sont les rapports de ces courants de penser l'islam avec le wahhabisme? Alors les salafistes se réclament de cet héritage de Ibn Abd al-Wahhab, effectivement, qui est une lecture très littéraliste de l'islam. Et d'ailleurs, on peut observer physiquement les salafistes par rapport aux frères musulmans. Généralement, les frères musulmans, ça paraît anecdotique, mais ce n'est pas anecdotique. Ont une barbe taillée, mettent des costumes, alors que le salafiste, je dirais, traditionnaliste, parce que là aussi il y a des catégories, on ne pourra pas épuiser toutes les catégories ici, mais eux préfèrent adopter l'habit traditionnel, et ils sont, comme je le disais tout à l'heure, moins dans le compromis avec les outils de la modernité. Mais là aussi, il faut toujours apporter des nuances, parce qu'aujourd'hui, vous avez des représentants de Hizb ut-Nour qui s'affichent avec des costumes, et donc ça évolue. Tout ça pour dire qu'aucun acteur social n'est insensible au changement de contexte. Même le salafiste le plus rigoriste finit par être absorbé ou happé à un titre ou à un autre par les réalités une fois qu'il s'en approche. C'est-à-dire que même un rigoriste, quand il entre dans le jeu politique, il sait qu'il faut qu'il révise son rapport à l'islam et son rapport aux autres. Monsieur. Oui, je ne sais pas si vous en avez parlé avant que je vienne, mais je voulais savoir si vous pouvez parler d'islam politique dans les autres zones de l'islam, donc Afrique subsaharienne, Europe, enfin des Balkans et Asie du Sud. Je serais bien incapable de vous répondre de façon sérieuse, puisque je n'ai pas travaillé sur ces territoires, mais ça vaudrait, je pense, le détour. Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre de façon profonde. Monsieur. Juste votre dernière phrase à propos des salafistes qui finalement subissent un appel de la politique. C'est leur dernier soutien à Sisi pour son coup d'État et un revirement par rapport aux frères musulmans. C'est bien étonnant puisqu'en fait ils se sont en principe retirés des affaires politiques. Oui, alors c'est très paradoxal la position de Hizb ut-Nour en Égypte, parce qu'apparemment, mais je ne voudrais pas être péremptoire, au départ, ils étaient plutôt distants vis-à-vis de la question du coup d'État. Puis ensuite, ils se sont ralliés à Sisi. Mais c'est pas étonnant, ou c'est surprenant, mais à demi. Parce que généralement, les salafistes étaient les alliés objectifs des régimes autoritaires, encore plus que les islamistes, parce qu'ils étaient apolitiques. Pour eux, il y avait l'ordre des nécessités. Si le régime autoritaire était un régime autoritaire, mais qui continuait d'être musulman, fallait pas. D'ailleurs, ils étaient contre, la plupart du temps, contre les manifestations au moment des soulèvements populaires. Je dirais presque en plaisantant que c'est un juste retour des choses si les salafistes de Nour soutiennent Sisi. Ça ne paraît pas surprenant. Est-ce que le fond du problème de l'évolution, y compris de la confrontation réelle et d'être changé par le contexte, c'est pas en dernière instance, je ne sais pas si c'est qu'ils acceptent de ne plus être dans l'identitaire, la pureté musulmane étant le fin du fin de l'anti-occidentalisme, voilà, donc de l'opposition à l'Occident. Est-ce que, voilà, ce que j'appelle l'identitarisme, je ne sais pas si c'est... voilà, est-ce que ils vont arriver à négocier les compromis par rapport à la pureté musulmane? Est-ce que pour arriver à cela, ils doivent oublier, enfin, pas oublier, mais cesser de se penser uniquement dans l'opposition à l'Occident? Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ma question, si c'est clair. Si, je vois, mais je crois qu'en réalité, ils sont rattrapés par la réalité très simplement. C'est qu'une fois qu'ils sont engagés dans un processus, je dirais, de normalisation, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont immédiatement jugés sur les résultats. Répondre matériellement aux demandes des concitoyens, de ceux qui ont voté pour eux. Et c'est d'abord cela qui les pousse même à revoir leur position vis-à-vis de l'Occident. Un exemple, quand vous lisez les documents du PJD, par exemple, au Maroc, sur le rapport à Israël, systématiquement, ils évitent d'abord le vocable Israël, parce que dire Israël, ça serait d'une certaine façon reconnaître Israël. Ils parlent plutôt de Kiyan Sayoni, l'entité sioniste, etc. Et quand Saadin Atmani est arrivé comme ministre des Affaires étrangères, depuis il a quitté le ministère, je l'interrogerai dès que je le pourrai sur pourquoi est-ce qu'il est sorti du gouvernement,
à aucun moment les relations commerciales avec Israël qui sont tacites, qui ne sont pas déclarées, mais les relations entre le Maroc et Israël commerciales sont excellentes. À aucun moment cette question n'a été débattue ou n'a été remise en cause. Enfin, la réalité de ces relations a été remise en cause ou dénoncée par l'Otmani. Il y a une forme de réel politique. Ça démontre deux choses. D'abord qu'on ne gouverne pas seul, et surtout que le véritable patron, c'est Mohamed VI. Et tant que Mohamed VI est d'accord pour qu'il y ait des échanges commerciaux avec Israël, les islamistes n'y pourront rien. Moi j'ai une question subsidiaire. La réelle politique c'est une chose, le pragmatisme politique c'est une chose. Au fond idéologique, l'acceptation d'Israël ou de l'Occident, ou je ne sais pas comment, de l'opposant par définition de la pureté islamique, entre guillemets, est-ce que c'est encore autre chose? Et donc il y a peut-être une distance entre le pragmatisme de Narda ou de PJD ou d'autres choses et l'acceptation sur le fond, quoi, je veux dire. Je comprends la question. En fait, il y a ce qu'on pourrait appeler basculer sur autre chose. Il y a un couple attrait-répulsion. Et je me souviens maintenant d'un passage d'un ouvrage de Saad-Din al-Othmani où clairement il y a une distinction entre le rapport aux musulmans et le rapport aux non-musulmans, ou le rapport à l'occidental. Il est évident que les relations à l'Occident sont toujours des relations instrumentales ou intéressées. Il est hors de question, dans l'idéologie islamiste, il peut y avoir des cas, je veux dire, des cas divergents. Je ne voudrais pas essentialiser. C'est toujours des relations intéressées. On considère le musulman comme un véritable frère et l'occidental comme quelqu'un avec lequel il faut négocier au mieux, mais sans jamais le considérer comme un ami. Ça c'est clair. Ça, je peux le dire de façon certaine, puisque j'ai lu l'ouvrage de Saad-Din al-Othmani, qui est quand même un islamiste qu'on pourrait dire moins dur que d'autres de ses collègues. Donc si le moins dur dit cela, il y a fort à parier que les plus durs sont peut-être beaucoup plus virulents à l'égard de donc peut-être au bout de 50 ans, son pragmatisme politique va avoir de l'effet, mais en attendant, il n'a pas forcément de l'effet tout de suite. Non, on le voit dans ses écrits, justement. Ouais. Alors justement, pour revenir sur cette question du pragmatisme, on a beaucoup parlé donc de cette capacité que certains ont à intégrer le champ politique et à s'adapter, si je puis dire, aux nouvelles formes en fait, de pratique ou de sécularisation. Je serais tentée de revenir sur ce peuple musulman dont finalement on parle assez peu, ce musulman de base qu'on peut parfois considérer comme mécréant ou pas assez musulman, pas assez pur au titre d'eux. Ce peuple musulman, enfin du moins ses habitants, qui eux ont tous l'œil rivé sur l'Occident grâce à la parabole pour beaucoup, qui aspirent à plus de liberté, on l'a vu avec les révolutions. Comment imaginer finalement que ces partis islamistes qui arrivent quand même à grignoter quelque peu dans le champ politique des voies du pouvoir, ou du moins à être en capacité en fait, de négocier avec des forces politiques, si je puis dire, plus démocratiques. Enfin, là je porte un jugement de valeur, mais on peut en discuter. Quid du peuple dans cette espèce d'équation un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre du coup, au vu de ces échecs, comme disait monsieur tout à l'heure, à d'autres révolutions ou à d'autres soubresauts de printemps arabe? Où est-ce qu'on en est? Le peuple, c'est difficile de parler de peuple parce que... Oui, c'est une entité effectivement qui est... Exactement, et d'ailleurs ce qu'on appelle le populisme, c'est une façon homogénéisante de parler du peuple. Et d'ailleurs les islamistes, eux, je ne vais pas utiliser le terme, mais on pourra l'utiliser, sont des populistes au sens neutre du terme, hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent la collectivité musulmane comme musulmane. Point, exactement. La seule manière d'objectiver les options de politique des populations, c'est les scrutins. On n'a pas d'autre manière. C'est ça que je suis toujours étonné. On a l'impression qu'on ne reconnaît les élections que si elles vont dans le sens escompté. Je crois que la seule manière de prendre la température, c'est de voir comment est-ce que les peuples s'expriment, ou le corps électoral s'exprime au moment des élections. Il est certain que ceux qui votent islamistes ne sont pas favorables forcément à une vision de la société qui est une vision religieuse ou islamo-centrée. Mais je crois que les populations, avec ce à quoi on a pu assister depuis décembre 2010, janvier 2011, c'est l'aspiration à plus de liberté. Et l'hypothèse qu'on peut formuler, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant, et que si les peuples se sont soulevés à un moment donné, c'est pour aller vers le mieux. Et que finalement, ce qui se passe actuellement en Égypte n'est peut-être une transition, malheureuse aux yeux de certains, mais une transition
vers un mieux-être. C'est la seule chose qu'on peut dire. Et la population est diverse au niveau des options existentielles, idéologiques, mais il est clair que la principale revendication, c'était cette liberté et la volonté, en définitive, de s'entendre sur un modèle de société, ou en tout cas la construction d'un État qui puisse respecter les individualités et l'altérité. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Hein. C'est difficile de dire autre chose que s'en tenir à cet épisode de l'histoire. Alors je voulais, je ne sais pas du tout si on a, quelle heure est-il Ah bon, il nous reste, ok, voilà, il nous reste du temps. Je voulais juste faire un petit détour par la France. Il a été question lors de diverses, notamment interviews de président de la République, d'une peur d'un futur parti islamiste en France. Est-ce qu'il existe en France? Ah si, c'est Laurent Delahousse. Islamiste ou musulman? Musulman, pardon. Mais on va parler donc de partis musulmans, donc potentiellement d'un islam politique en France. Est-ce que, je ne sais pas, une des organisations, je pense pourquoi pas à l'UOIF, peut s'apparenter à une forme d'islam politique en France ou pas? Alors, selon ton analyse. L'Union des organisations islamiques de France, elle ne s'en cache pas, s'inscrit dans l'héritage de Hassan al-Banna, des frères musulmans. Mais si on est attentif à ce qu'on a dit initialement, les acteurs de l'islam politique en France tiennent compte des contraintes structurelles, culturelles, institutionnelles. Il est évident, à mon sens, que cette perspective-là n'est pas crédible. Et je dirais que prétendre qu'il y aura demain un parti musulman, c'est, je veux dire, surinterpréter les capacités de mobilisation des musulmans de ce pays. D'autant plus qu'il faut rappeler que l'UOIF, actuellement, et selon des informations dont je dispose, est en état de décrépitude avancée. Oui. Ah bon. Oui, tout à fait. C'est une structure qui a du mal à se renouveler, à la tête, difficulté de renouvellement. C'est pas demain la veille qu'on verra une organisation islamique hégémonique. Et puis, pour aller plus loin, c'est un petit peu ironique, mais chacun comprendra, c'est vraiment avoir un pessimisme sur les institutions françaises que de croire qu'un parti musulman demain pourrait subvertir la République. Il n'y a qu'à voir le caractère fragmenté du champ islamique français, en différents courants, et dont la voix peine à émerger. Il est difficile dans ces circonstances de croire que demain on aura un parti islamiste hégémonique qui viendrait concurrencer les grandes formations françaises. Oui, je suis d'accord avec vous sur le général, mais sur le particulier, et notamment, il va y avoir les élections municipales, est-ce qu'on gouvernement ne va pas assister dans certaines municipalités à l'émergence peut-être pas de liste musulmane, de liste communautaire. C'est autre chose, mais ça nous permet d'avancer. Alors, pour répondre à votre question, il y a des individus ou des individualités qui tentent de négocier auprès d'acteurs politiques locaux le vote musulman. Ah, ça c'est autre chose. Pour des postes de pouvoir, ce qui est différent. Naturellement, c'est différent d'un mouvement hégémonique. Mais aussi bien l'UMP que le PS ferment les yeux sur le background idéologique de certains individus qui se réclament de l'islam. C'est là où j'aimerais attirer l'attention du plus grand nombre. Les discours laïques engagés de certains hommes publics sont importants. Rappeler un certain nombre de règles collectives. Mais ces mêmes hommes politiques, parfois, ont tendance à ignorer cette réalité-là pour négocier avec des individus au nom de l'islam. C'est là, si vous voulez, le paradoxe. Et ce paradoxe-là laisse un boulevard à des individus qui utilisent le référent religieux pour des positions de pouvoir. Et là, c'est le paradoxe et la contradiction d'un certain nombre de personnalités publiques qui, dans les discours officiels, prétendent qu'il faut mettre à bonne distance le religieux et qui n'hésitent pas, à l'échelon local, à négocier avec des acteurs individuels ou collectifs des votes en leur faveur dans la perspective d'élections prochaines. C'est un véritable paradoxe. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de le soulever. Donc Jean-François Copé. Je ne pense à personne en particulier, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une certaine hauteur de vue. Mais à l'échelon local, notamment dans la région parisienne, et j'ai pu le découvrir,
certains acteurs musulmans, très clairement, négocient des positions de pouvoir. En quelque sorte, on fait en sorte que les musulmans votent pour vous, mais vous inscrivez, donc, par exemple, l'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie dans votre programme, et éventuellement vous nous réservez une possibilité de représentation. Ça, je pense qu'on peut penser à la municipalité de Trappes, finalement, je crois, où le maire communiste a été déboulonné un petit peu de cette manière. Au profit de qui, là? De Trappes. Au profit de qui? Il y avait un maire communiste à Trappes, et finalement, il y a eu il y avait un Malandin qui est un maire, je ne sais pas, divers gauche et tout ça, qui a fait, effectivement, on peut dire certainement, alliance avec les islamistes locaux pour déboulonner le maire communiste. En inscrivant quoi dans son programme, alors? Je sais pas moi, c'est quoi la négociation? Non, pas par la négociation, mais je veux dire, c'est à peu près la même chose qui s'est passé à Corbeil, c'est-à-dire qu'en rencontrant des familles musulmanes et en les incitant à voter pour... ou des maires qui se rendent, ou des candidats qui se rendent dans les mosquées, ça existe aussi. Qui se situent à côté de l'imam pour tenir un discours, ce qui est paradoxal dans une république laïque. Le principe que l'homme public doit... Toi, tu vas loin, il y a eu... Mais toi, tu vas loin en disant qu'il inscrit par exemple l'islamophobie dans le programme, c'est plus loin. Oui, Qu'est-ce qui... À part aller rencontrer les gens dans la mosquée, est-ce qu'ils inscrivent quelque chose de particulier dans le programme? Je ne sais pas, on le verra ensuite, dans les programmes officiels. Mais c'est clair que certains utilisent leur leadership au sein de certains groupes musulmans pour négocier avec les maires. Alors ça peut être soit l'inscription de la thématique de la lutte contre l'islamophobie dans le programme, soit des positions de pouvoir personnelles. Il y a cette réalité aussi. Soit derrière, il y a énormément de municipalités qui doivent faire face à des revendications sur des terrains pour des mosquées, etc. Ah oui, aussi ça. Ah oui, oui. Ou l'histoire de piscine. Il y a énormément de revendications possibles. Et là, ce qui est effectivement, pourquoi je parle de Jean-François Copé, c'est qu'il y a tout un... via dernièrement, mais ça c'est une petite digression, l'action de Farida Belgoul sur la journée de retrait de l'école, en fait une tentative de récupération de cet électorat musulman qui sur des valeurs en fait morales se rapproche effectivement d'une sphère un petit peu... Donc il y a une tentative aussi de récupération par ce biais-là. Et après, donc du coup, est-ce que... Mais je vous laisse, si vous avez des questions, coupez-moi, mais est-ce qu'il existe, on dérive un peu de l'islamisme en tant que tel, mais est-ce qu'il existe un vote musulman à proprement parler? Alors j'ai écrit là-dessus en disant qu'il n'y a pas de vote musulman et qu'il y avait des réflexes de classe, beaucoup plus que des réflexes religieux qui étaient mobilisés au moment du vote. Personnellement, j'estime qu'il n'y a pas de vote musulman, sauf à prétendre que le musulman fonctionne avec un logiciel islamo-islamique et qu'au moment du vote, la seule chose qui l'intéresse, c'est la position de l'élu ou du candidat vis-à-vis de l'islam. Je ne le pense pas. Donnons un exemple très concret là aussi. La plupart, selon certains chiffres, sondages, la plupart des musulmans auraient voté Hollande aux dernières présidentielles. Or, ils savaient qu'Hollande avait inscrit le mariage homosexuel, le mariage pour tous, dans le programme. S'ils ont voté Hollande, c'est certainement pour autre chose. Et si vous voulez, c'est la preuve par l'empirie que les musulmans ne votent pas selon un logiciel islamo-islamique. Non, ça c'est... On est en France. Oui, pour autant, il y a eu, dans le cadre des manifestations contre le mariage homosexuel, des espèces d'alliances en fait entre surtout, je pensais aux religieux chrétiens et à toute la sphère également religieuse musulmane. Alors on assiste à quelque chose de nouveau qui pose question. Effectivement, depuis les manifestations de la Manif pour tous, contre le mariage pour tous précisément, il y a une alliance qui s'est créée. Alors, alliance objective et subjective aussi, parce que notamment l'association Fils de France de Kamel Béchik s'est rapprochée très clairement de mouvements, je dirais, catholiques néo-traditionnalistes ou intégralistes, etc. Je vous laisse mettre pour ajouter les épithètes. On a assisté à cela et ça s'est confirmé à la faveur de cette polémique autour de la question du genre, avec un amalgame improbable entre
des catholiques néo-traditionalistes, et je vais dire pourquoi improbable, des acteurs plutôt affiliés à la nébuleuse des frères musulmans, et Égalité et Réconciliation, Alain Soral et d'autres. Pourquoi je dis improbable? C'est qu'en réalité, il y a un jeu de dupes. Les islamistes estiment que tout ce qui n'est pas islam est de l'ordre de l'infidélité, mais que circonstanciellement, ils s'allient aux catholiques néo-traditionnalistes, et inversement, les catholiques néo-traditionnalistes estiment que les musulmans sont des infidèles, mais on s'allie conjoncturellement contre ce qui est estimé être une déperdition de la société française, et qu'il faut impérativement retraditionnaliser cette société française en perdition. Et islamistes comme néo-traditionnalistes, catholiques, sont persuadés, ou juifs bien sûr, mais ils sont beaucoup plus discrets. Ils sont beaucoup plus discrets, j'ai pas vu en tout cas de façon apparente, qui se sont intégrés dans ce groupe, les soraliens, les catholiques néo-traditionnalistes et les musulmans. Peut-être qu'il y en a, je ne suis pas sûr, à quelque chose qui est de l'ordre d'une vision eschatologique et sotériologique. C'est quoi l'eschatologie? La doctrine des fins dernières de l'homme, et la sotériologie, la doctrine du salut. Et ils estiment que s'ils ne se mobilisent pas sur cette question du genre, qui serait soi-disant enseignée à l'école à l'insu des parents, ce qui relève de l'ordre, à mon avis, de la construction mythique et mythifiée. Et là aussi, à mon avis, il y a trois confusions, et confusion entre trois choses. L'indifférenciation sexuelle, l'orientation sexuelle qui peut être différente selon les individus, et l'égalité des sexes. Et Farid Belgoul et d'autres ont confondu ces trois ordres. Et ça donne lieu à un cocktail explosif de cette alliance incertaine. Et effectivement, ça pose question. Non, mais ce qui a donné des photos auxquelles on ne s'attendait pas, de Kamal Kaptan, qui est le recteur de la mosquée de Lyon, qui défilait sous la même bannière avec le cardinal Barbarin pour lutter contre le mariage homosexuel. Donc c'est vrai qu'il y a une forte chose. C'est encore autre chose. Oui, mais c'est l'alliance des conservatismes, elle doit être distinguée de l'alliance de certains, que j'appellerais plutôt juxtaposition, mais je me trompe peut-être, je ne suis pas entre les intégristes catholiques. Barbarin n'est pas ce cas, il est conservateur, mais il n'est pas intégré. Oui, les intégristes catholiques et les intégristes musulmans. Oui, c'est vrai que Kaptan est quand même le tenant d'un islam qui est plutôt modéré. Oui, qui ne s'inscrit pas en tout cas dans le... Et Barbarin, bon, il est conservateur, mais pas il n'est quand même pas le févriste, le févrien, je crois. Il a des liens quand même assez... Mais bon, c'est un autre débat. L'ensemble de l'épiscopat est opposé au mariage pour tous. Oui, bien sûr. Les expressions peuvent être différentes, il n'y a pas forcément les manifestations qui ont lieu, etc. Mais si on dit qu'une frange des musulmans sont contre le mariage pour tous, il ne faut pas tout de suite les assimiler aux néo-conservateurs extrémistes le févristes, on peut les assimiler aux autres croyants. Vous avez raison. On peut dire beaucoup les choses. Vous reconnaîtrez qu'il y a, comment dirais-je, il y a une différence abyssale entre ceux qui, par exemple, refuseraient la théorie du genre et ceux qui, en refusant la théorie du genre, par exemple, verraient une main invisible qui contrôlerait cela pour détruire la société française, ce qui est quand même différent. C'est pour cela qu'il faut bien distinguer les modes d'action. Et là, dans la question de la théorie du genre, je suis désolé, on trouve des individus qui sont persuadés qu'il y a une main invisible. Vous mettez ce que vous voulez derrière la main invisible, vous aurez compris, qui contrôlerait, qui cherchera à détruire la famille, à déstructurer la famille, c'est quand même quelque chose de... C'est une autre lecture de la réalité. Et c'est une lecture qu'on pourrait dire conspirationniste. Parce que certains vont très loin en disant... Parce que Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale, est franc-maçon, c'est le complot judéo-maçonnique ou maçonnique qui serait derrière la théorie du genre. C'est ça qu'on entend. Et c'est cette alliance-là qui est explosive et qui est bien sûr différente de celle de Monseigneur Barbarin et de Kaptan. C'est totalement différent. Comme il y a eu effectivement une rumeur sur la possible ou la supposée homosexualité de Najat Vallaud-Belkacem qui du coup... Ah oui, c'était... parce que du coup son travail sur justement les préceptes hommes-femmes et cette idée en fait d'égalité homme-femme qui a été donc introduite dans les écoles serait liée en fait à un lobby homosexuel, bi, trans, etc. Exactement.
Parce qu'on confond les trois ordres. Et c'est cette confusion-là qui crée ces mobilisations surprenantes. Alors, est-ce qu'on peut passer du coup de cette mobilisation, même surprenante, quelque surprenante soit-elle, à une forme d'organisation politique où, même si on n'est pas dans la structure politique à proprement parler, dans une forme de levier quelconque sur des thématiques telles que, effectivement, l'islamophobie ou l'obtention, en fait, de terrain ou la facilitation pour des mosquées, etc., ou sur le halal. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de cet ordre-là? Je pense notamment au CCIF, là, comme ça. Je pense que ça peut être des mobilisations sectorielles, mais imaginer je ne sais pas si c'est la question que tu poses, mais des organisations de masse, ça me paraît improbable, parce que les antagonismes sont beaucoup trop importants. On peut pas... c'est un fait de manifester, ou c'est une chose de manifester dans la rue contre un projet de loi ou une loi, et c'est autre chose de passer du stade exactement du mouvement social à un mouvement politique en prenant conscience, en prenant acte de ces profonds antagonismes entre, on parlait tout à l'heure des néo-traditionalistes et des acteurs plutôt proches de la nébuleuse islamiste. Bon, hormis ce point commun, tous les séparent. Et alors, comment est-ce que tu qualifierais justement ces organisations qui commencent à arriver, telles que le CCIF, qui lutte contre l'islamophobie? Quel type d'organisation ça recouvre? Est-ce que c'est juste de l'associatif? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une forme de lobby? Qu'est-ce que c'est? Alors, le CCIF est une organisation de lutte contre l'islamophobie, mais là, ils sont passés à une étape supplémentaire, puisque le président, si je ne m'abuse, Sami Debbar, est engagé pour... maintenant, la période est passée, mais avant le 31 décembre, il y avait une tournée dans les quartiers populaires de la région parisienne pour appeler les familles musulmanes à s'inscrire sur les listes électorales. Donc là, il y a une stratégie, à mon avis, de faire en sorte que le CCIF soit le porteur de cette voix forte pour que le thème de la lutte contre l'islamophobie soit inscrit dans les programmes électoraux, même au niveau local. Et en démontrant cette puissance de frappe sur le terrain, ils espèrent amener un certain nombre d'élus à récipiscence, à accepter, à reconnaître l'islamophobie, à en faire un thème important de leur mandat. Et donc ça veut dire aussi en filigrane créer les contours ou le périmètre d'un vote musulman, je mets des gros guillemets. Ils y croient, je crois que si on écoute le discours des acteurs qui évoluent soit au sein du CCF, soit autour du CCF, ils sont persuadés, selon les déclarations qu'ils font, qu'ils peuvent créer cette dynamique autour d'un vote musulman, en monnayant en quelque sorte la voix du musulman contre l'inscription de la lutte contre l'islamophobie dans les programmes électoraux. Moi, ça me semble d'une banalité dans la vie électorale française, une très grande banalité. Lorsqu'on participe à un certain nombre de mouvements porteurs d'un message, on dit « Ah, c'est la période électorale, on va interpeller les candidats, on va faire en sorte qu'ils reprennent dans leurs revendications, dans leur programme, nos revendications, et on va leur dire que s'ils ne reprennent pas nos revendications dans leur programme, on ne votera pas pour eux parce qu'on représente une force électorale puissante. Et après, il se passe le phénomène que vous venez de dire, c'est qu'après les gens votent pour beaucoup d'autres choses que pour la revendication de l'espace vert, de l'écologie, de ce que vous voulez, de la viande halal. Mais on menace en disant si vous ne satisfaisez pas notre revendication, on ne votera pas pour vous. Donc les musulmans, évidemment, les musulmans représentent une force comme tous les autres groupes. Enfin, tout le monde se précipite à interpeller les candidats pour dire il faut que vous repreniez mes revendications. Oui, c'est d'une... À la limite, on dirait que c'est une preuve de l'intégration des musulmans en France et une preuve qu'ils jouent le jeu démocratique. Oui, mais tant mieux à l'heure où on renvoie le fait que c'est une forme de communautarisme aussi. Donc c'est-à-dire que autant vous pouvez avoir, c'est petit aparté,
il y a 2 semaines à un dîner organisé par le CCF, qui est le comité de coordination des associations arméniennes de France, qui, à l'aune des 100 ans du génocide arménien l'année prochaine, se met en ordre de bataille et recevait Taubira, Bernard-Henri Lévy, et tout le banc et les ruban de la classe politique qui se dépêchait. Et là, en l'occurrence, bon, je ne vais pas dire que les 500 000 Arméniens de France, ou tout du moins... il y aurait, semble-t-il, 500 000 Arméniens en France votent comme un seul homme, mais cet aspect-là de reconnaissance du génocide arménien d'une part, qui a été, je vous rappelle qu'il y a eu une loi mémorielle en 2001 qui a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, et que là on parle de nécessité d'extension de la loi Guesso qui viendrait en fait criminaliser, enfin pénaliser la négation du génocide arménien. Donc là, est-ce que dans ce cadre de combat on parle en fait de communautarisme? Peut-être, ça a été le cas à ce moment-là. Là, on renvoie en fait les revendications de la communauté musulmane, entre guillemets, sur cette reconnaissance de l'islamophobie ou sur cette demande de halal à la cantine, par exemple, ou sur les demandes de mosquées, à une forme de communautarisme, mais surtout alors après je vais donner peut-être mon avis, mais de construction d'une forme d'ennemi intérieur qui mettrait en fait la laïcité à mal. Donc peut-être qu'effectivement, et je vous rejoins sur le fait qu'on est en période électorale et c'est normal que de venir à un moment taper à la porte de son maire pour dire voilà ce que j'ai à demander. Après, la manière dont on a, je pense, dont on analyse en fait ce type de demande est, pour ma part, mais ça n'engage que moi, un petit peu différente, quoi. Oui, mais il est difficile d'empêcher un groupe qui existe de revendiquer. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord avec ces revendications vont toujours délégitimer ce groupe. Toujours dans mes activités militantes, je peux dire qu'on fait beaucoup de lobbies, mais on ne supporte pas les lobbies des grandes sociétés internationales en disant c'est un scandale, comment à la Commission européenne toutes ces grandes sociétés sont représentantes, alors que les mêmes associations ont eux-mêmes leur propre lobby à la Commission européenne. Sauf que mais ils estiment que leur lobby vous n'avez pas les mêmes moyens. Et les autres... Vous n'avez pas les mêmes moyens. Oui, mais enfin, chacun essaye d'avoir les moyens, et évidemment, il y en a qui sont plus malins et plus forts que d'autres. Ça... Je pense que la communauté musulmane est quand même une communauté qui a le droit aussi de constituer un lobby, parce que les lobbies, il y en a de toutes sortes. Mais il n'est pas question de dire que la communauté musulmane n'a pas de légitimité. Est-ce que vous vous appuyez pas sur le modèle anglo-saxon, là, quand même? Mais non. Monsieur, excusez-moi. Dernière question, puis après je pense à ce serait bien que tu conclues peut-être sur l'ensemble de la discussion qu'il y a eu et puis sur la démarche aussi de ce livre, si tu as à faire une synthèse de tout ça. Oui, juste au sujet du vote des musulmans et non du vote musulman comme vous l'avez cité, je parle du vote des musulmans, en général comme individu. Je vous soumets une assertion pour que vous puissiez la nuancer éventuellement. Est-ce qu'il y aurait finalement 2 catégories? C'est peut-être une question de génération. Une catégorie, c'est la dernière génération, la plus jeune peut-être, qui voterait pour des questions sociales, pour des questions de politique intérieure, s'inscrivant dans une lutte des classes, comme je l'avais mentionné. Et peut-être une autre génération, celle des universitaires, souvent celle des personnes qui sont venues récemment ou depuis des décennies des pays du Maghreb, mais qui inscriraient leur vote éventuellement dans une vision de la politique extérieure de la France et du président de France, notamment vis-à-vis du monde arabe et des pays musulmans, des pays du monde arabe en particulier, et plus précisément le conflit israélo-palestinien. Je pense que des universitaires voteraient davantage en espérant que le président de la France pousserait vers une résolution du conflit israélo-palestinien en ayant une position équilibrée, comme l'a toujours eu la France, mais vu le positionnement du président dans son dernier voyage en Israël et en Palestine, peut-être qu'il se poserait de nouveau la question. Et peut-être que d'habitude, c'est plutôt la droite en France qui avait une position très équilibrée, avec le souci de pousser vers la résolution avec des négociations. Cependant, la majorité des musulmans et des arabes en France ont plutôt le cœur à gauche. Donc ils se trouvent peut-être dans une schizophrénie, dans une sorte de paradoxe. Alors la ligne de clivage qu'on peut peut-être mettre en évidence, c'est selon que le musulman est engagé ou non, la position sera relativement différente en termes de préoccupation et d'intérêt pour tel ou tel candidat ou telle organisation. Ce que j'ai remarqué, c'est que plus les militants musulmans, par définition militants, engagés dans l'action sociale et dans les mobilisations sociales, plus ils étaient engagés,
et plus ils avaient tendance à voter en fonction de deux thématiques principales. L'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie, et l'attitude de la France officielle vis-à-vis d'Israël. Deux thématiques importantes. Ceux qui sont moins engagés dans des structures associatives ou collectives s'intéressent beaucoup plus à leur position de classe et au programme social, plutôt d'orientation sociale, des candidats. C'est la seule ligne de partage que je remarque. Et c'est lié, en effet, là aussi, à l'héritage pour un certain nombre, de l'idéologie des frères musulmans, qui est une idéologie internationaliste. Et on sait que Hassan Banna, par exemple, avait fait de la libération de la Palestine un élément important de son programme. Et effectivement, les musulmans très engagés ont tendance à juger les hommes politiques français en fonction de leur position vis-à-vis de la question politique étrangère, mais plus précisément la question palestinienne. C'est à moi c'est une tâche très rude de conclure, si ce n'est de vous encourager dans un premier temps, dans un geste d'autopromotion, à vous procurer cet ouvrage. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Je me suis vraiment efforcé alors d'être le plus pédagogue possible. Je reconnais que les premiers chapitres sont ardus. C'est une question de mots en arabe, en français. Mais j'ai essayé vraiment d'aller dans des textes qu'on n'avait pas l'habitude d'investir, et j'ai tenté le possible d'expliciter en quoi il y avait des aspects fondamentaux qui demeurent dans la culture politique des islamistes depuis la naissance du mouvement des frères musulmans en Égypte en 1928, et d'autres aspects, disons, plus évolutifs, justement à l'aune des contextes nationaux et internationaux. Et notamment en parlant de ce qu'a produit Saadine Atmani, qui est un acteur de l'islam politique intéressant parce qu'il produit une idéologie et il tente d'apporter, disons, de renouveler le regard vis-à-vis de l'héritage, mais on sent quand même, malgré tout, malgré les tentatives de réajustement des éléments de doctrine, que les fondamentaux demeurent malgré tout. Il y a quelques réagencements sur la question de la distinction du politique et du religieux, mais il n'y a pas eu réellement de mise à distance de l'héritage de Hassan Banna. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que le défi, à mon sens, des mouvements de l'islam politique, c'est justement cette question de la gestion et des révisions de l'héritage de Hassan Banna dans une perspective future de gestion du pouvoir. Merci de votre attention.